Et bienvenue dans le 235e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, on va se représenter un petit peu pour ceux qui découvrent le podcast. Le Coup Tordu est un podcast de vélo, un podcast de cyclisme, un podcast de passionnés pour les passionnés. Ici, on fait du pointu. Le Coup Tordu, des interviews et des previews. D'ailleurs, dans l'épisode précédent, on vous a donné la victoire de Sam Westford sur la deuxième étape du Tour Down Under. Notez qu'en fin de podcast, on vous donnera également nos pronostics pour cette troisième étape du Tour Down Under qui va avoir lieu dans la nuit du jeudi 23 janvier 2025. Mais on est hyper content dans le Coup Tordu. On vous en parle depuis plusieurs semaines. Vous le voyez sur Eurosport. Vous l'avez vu à l'animation de Bistro Vélo. Vous le voyez également à l'arrivée des courses. Vous le voyez en plateau. Vous l'entendez commenter des courses. Louis-Pierre Frileux d'Eurosport est avec nous dans le Coup Tordu. Comment ça va, Louis-Pierre ? Salut Vincent, ça va super. Je suis très très heureux d'être avec vous. Franchement, ça me fait super plaisir. Tu m'avais envoyé ce petit message fin 2024 pour me proposer de venir participer à un podcast et je suis très très heureux d'être avec vous ce soir. Nous aussi, on est ultra méga content de te recevoir dans le podcast. Mais bien évidemment, Louis-Pierre, je ne suis pas tout seul pour t'accueillir. Tu connais un petit peu l'équipe du Coup Tordu, Monsieur Latib, alias Thibaut dans la place. En forme, mon Thibaut, hein. En forme et prêt pour ce podcast pour lequel j'aurais préparé un petit menu pour Louis-Pierre que je vais te dérouler dès à présent, puisque en hommage à Bistro Vélo, je te propose en entrée de partir du côté de ta Mayenne d'origine pour déguster en apéritif un plateau de fromages locaux accompagné d'un petit pommeau du Maine aux arômes subtils de fruits secs qui se mariera à la perfection avec un petit fromage de caractère comme le Saint-Fiacre. Cela devrait te rappeler au bon souvenir de Laval. Puis ensuite, direction pour le plat de résistance. Et là, entre l'Italie et l'Espagne, mon cœur balancé. Il a fallu choisir et du coup, ce sera un petit pulpo alfera, un plat typique de Galice, terre de tes premiers plateaux à l'occasion de la Vuelta 2013. Et vu que nous sommes sortis de la période de l'épiphanie, ce n'est pas pour autant qu'en bon roi de la pédale que je ne t'aurais pas proposé une part de galette avec la fève en guise de dessert. Néanmoins, j'ai préféré partir outre-Manche avec un syllabub relevé de son petit zeste de citron au Porto pour le côté explosif. Tu l'auras compris en prenant quelques petites intonations. On parlera de ton passage footballistique détonnant du côté de la chaîne TNT. Il est bon. Il est bon, hein. Ouais. Il est trop fort. Ouais. Et le pommeau du Maine, t'es allé le chercher celui-là, Thibaut, hein. C'est beau. Ah oui. Il bosse, hein. Il bosse. Monsieur, bravo Thibaut, hein. Bravo. Monsieur. Bravo, franchement, chapeau. Ouais. Enzo Phoenix dans la place également dans le Coup Tordu. Ça va, mon Phoenix ? Écoute, ça va. Très content d'être là ce soir. Ça va être top. Et je tenais à dire, il y a des gens qui se plaignent de mes monologues, mais là, ils me battent. Non, il y a personne qui se plaint de tes monologues, Enzo. Non, il y a personne. Voilà. Je plaisante. Bon, écoute. Mais très content d'être là ce soir. Ça va être top. Bon, voilà. Puis on va faire aussi un big up parce que je vois les audiences du podcast quand même. Hein, vous êtes très nombreux à nous écouter le matin en vous levant, en allumant le podcast, en allant bosser probablement. Donc voilà, on pense à vous. Bien évidemment, ça écoute beaucoup le podcast Le Coup Tordu dans la matinée. Louis-Pierre, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que Bistro Vélo, alors l'émission, tu interviewais des coureurs, des gens du cyclisme dans cette émission qui a disparu en 2024. Guillaume Di Grazia nous en avait parlé, on l'avait reçu d'ailleurs, on avait fait un super podcast avec lui, c'était l'épisode 100 du Coup Tordu. Il en a reparlé également à la rentrée, il a dit que ça allait peut-être revenir. Alors est-ce que Louis-Pierre, tu peux nous annoncer le retour officiel de Bistro Vélo ? Je vais vous la donner en exclu, hein, parce qu'on n'a pas encore communiqué dessus. C'est vrai ? Je peux vous le dire, Bistro Vélo revient très bientôt. Allez, dans les semaines qui arrivent. Ce sera au mois de février. Bistro Vélo revient, alors ce sera dans un format un petit peu différent. C'est vrai que jusqu'à ce que Guillaume arrête, c'était Guillaume plus un invité à chaque fois. Et là, on va changer un petit peu le format de l'émission. Ça va être une vraie émission avec un plateau incroyable. Vraiment, on a des équipes qui ont fait un super boulot pour proposer quelque chose de complètement nouveau. Un vrai Bistro Vélo, du coup.
Je vous en dis pas plus. Et l'émission, elle se fera donc tous les lundis lorsqu'elle sera lancée. Ce sera en fin d'après-midi et ce sera avec comme consultant Nicolas Fritsch, qui était déjà sur Eurosport.fr toutes les semaines avec l'échappée de Fritsch. Et donc là, on va basculer tout sur Bistro Vélo. Donc on aura Nico tous les lundis. On aura une 3e place à laquelle vous êtes les bienvenus, les gars. Ça tournera. On aura des invités chaque semaine différents. Et puis on essaiera d'avoir un maximum de coureurs. Je suis en train de bosser notamment sur la première pour avoir un gros poisson sur la première émission. Bah écoute, on est pressé. Bah écoute, le rencard est prêt. On va venir. En plus, si ça parle de bistrot, là, Thibaut, il va arriver de tout en catapulte. Le vélo, c'est pas son fort, j'ai vu aujourd'hui. Ma réputation me précède à ce que je vois. Je te ramènerai du pommeau du Maine. On compte sur toi, Louis-Pierre. Est-ce que l'idée de la reprise de ce bistrot vélo, est-ce que c'est pas aussi, alors entre guillemets, attention, je vais un petit peu caricaturer, est-ce que l'idée c'est pas aussi d'avoir une émission un petit peu plus instagrammable? On sait qu'aujourd'hui il y a énormément de shots, il y a de shorts, il y a énormément de petits passages qui passent sur les réseaux sociaux. Là, il y en a un notamment qui ressort sur YouTube. C'est quand Guillaume a Thomas Voeckler dans Bistro Vélo et ils apprennent en direct la retraite de Nasser Bouhanni. Donc est-ce que l'idée c'est pas aussi d'avoir un studio, on va dire pas plus présentable, parce que l'ancien était bien, mais avoir un truc qui pète aussi un petit peu pour aussi avoir une vie sur les réseaux sociaux? Ouais, t'as complètement raison. En fait, moi déjà, alors tu disais là en 2024, il n'y a pas eu Bistro Vélo. Moi, j'avais lancé l'idée d'une nouvelle émission vélo. Je voulais faire une émission hebdomadaire parce que Eurosport a quand même tous les droits du vélo. Tu diffuses du vélo non-stop de fin janvier pour ce qui est de la route jusque septembre-octobre. T'enchaînes avec les cyclocross, avec la piste. T'as vraiment tout. Et moi, je trouvais dommage qu'il n'y ait pas une émission hebdomadaire vélo. J'avais eu cette idée-là déjà en 2023 et on m'a dit ouais, on va bosser dessus. Et donc l'idée, c'est de relancer un nouveau Bistro Vélo en 2024. Sauf que ça a été une année tellement chargée pour nous avec les Jeux Olympiques notamment, qu'on demandait pas mal de travail à toutes les équipes techniques notamment. Et donc on a dit bon écoute, on va faire une pause pendant un an, on se laisse le temps de préparer quelque chose de sympa quand les Jeux seront passés. Et donc là ça fait quelques semaines, mois qu'on bosse sur tout ça. J'avais une idée assez précise moi de ce que je voulais en termes d'environnement, en termes de tout ça. Et donc on a réussi à mettre ça au point. Il y a le côté oui effectivement format plus digital. Je sais que nous Eurosport.fr c'est quand même un site super puissant et voilà il y avait cette volonté aussi de leur part d'avoir quelque chose d'un petit peu différent des Rois de la Pédale, parce qu'aujourd'hui les Rois de la Pédale c'est une émission que tu fais en débrief des courses où t'as pas vraiment le temps pour les débats, t'as pas vraiment le temps pour l'actu, pour du talk en fait, et parce que t'es vraiment dans le débrief de la course où t'attends qu'une chose, c'est d'entendre les coureurs. C'est la priorité quand on est en débrief de course. Donc là on voulait un truc où on puisse prendre un peu du recul, d'ouvrir des débats, d'échanger sur différents thèmes. Un vrai talk vélo, pour le coup, toutes les semaines, un vrai rendez-vous, et qui soit effectivement dans un format un peu plus YouTube. Tu vois, on sera en direct sur YouTube et sur Max. Et voilà, l'idée c'était vraiment ça. Alors tu parlais de débat à l'instant, Louis-Pierre, juste avant qu'on parle un petit peu de toi et de cette nouvelle saison, cette nouvelle année qui débute, année 2025, qu'on va suivre bien évidemment sur Eurosport avec les RP, avec les Rois de la Pédale. Il y a déjà un débat, la saison a repris avec le Tour de Under, avec un sprint houleux cette nuit sur la deuxième étape. Alors le débat a déjà eu lieu en message privé entre Thibaut et Enzo. Il y a eu le premier... Non mais va falloir que je le reprenne par le col. Non, Vincent. Oui, tu vas le reprendre par le col. Enfin, comme vous vous êtes pris par le col d'ailleurs par message privé. Aujourd'hui, tu l'as vu toi, Louis-Pierre, j'imagine ce sprint remporté par Sam Wellsford avec le premier carton jaune de l'histoire du cyclisme. Exactement, je l'ai vu, ouais. Alors je l'ai vu en replay, pour être honnête, je l'ai pas vu en direct. J'avoue, j'ai pas regardé les deux premières étapes en direct, la faute à des enfants malades qui me font passer déjà d'assez courtes nuits. donc je l'ai vu en replay. C'est terrible. Non, c'est-à-dire qu'on comprend rien en fait. J'ai l'impression on a mis en place des sanctions pour ceux qui lèvent les bras, mais je pense pas que cette sanction-là elle était déjà très utile, parce que ils sont rares ceux qui lèvent les bras finalement. Le geste que Danny Van Poppel il fait, c'est plus dangereux qu'un mec qui s'écarte et qui lève les bras. C'est catastrophique. Alors justement, Thibaut et Enzo ne sont absolument pas d'accord. Lequel des deux veut commencer?
Thibaut, je te sens chaud. Je laisse la main à Enzo. Après, si tu parles du caractère sanctionnable, évidemment que c'est sanctionnable. Non, là, je pense qu'on est pas d'accord sur l'aspect volontaire, mais il y a débat. Bon, Enzo, rappelle rapidement ce que tu as vu, comment tu interprètes le sprint, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ne l'ont pas regardé, hein, comme le disait Louis-Pierre, les courses ont lieu en pleine nuit, forcément. Et Enzo, donne-nous ton analyse sur ce sprint. Déjà, ça commence dans les derniers hectomètres où Pitty s'écarte pour laisser la place à Van Poppel, sauf qu'en s'écartant, il se rabat pour se laisser décélérer en plein milieu du peloton. C'est-à-dire que déjà, il fout le bordel à ce moment-là. Soit. Van Poppel fait son lead-out, pas de souci. Une fois que c'est terminé, il se décale sur la gauche, tout en continuant de pédaler, ça à noter. Maintenant, ils n'ont plus le droit de couper complètement leur effort, donc là-dessus, ils jouent le jeu. Le vrai problème, c'est après. C'est qu'une fois qu'il s'est décalé sur la gauche, au lieu de garder sa ligne et de continuer à pédaler, on se doute bien qu'il va pas aussi vite qu'un sprinter, mais au moins il fait l'effort, il se rabat de 2 mètres sur la droite et vient gêner Lund Andersen et Bauhaus. Donc, les deux ont eu le temps d'anticiper, donc ils ont freiné. Il n'y a pas eu d'accident, encore heureux, mais le mouvement est hyper dangereux. Hyper dangereux. Donc là-dessus, je pense que tout le monde s'accorde sur le fait que le déclassement est normal. C'est sanctionnable et que c'est sanctionné, quoi. C'est logique. Voilà. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Maintenant, le débat qui est un peu émergé aujourd'hui, c'est est-ce que ce carton jaune, ces déclassements et tout, sont des sanctions assez dissuasives? Parce que on est quand même sur le 3e jour de course de l'année chez les hommes. Entre le critérium et les 2 sprints, on a eu 3 sprints. Sur 3 sprints, on a le critérium où les mecs se foutent tout seuls en l'air dans le dernier virage, qui n'était pas un virage dangereux parce qu'ils l'ont fait 30 fois avant, ça s'est très bien passé. Et le 3e sprint où tu as le lead-out et l'avant-dernier coureur qui vont foutre le bordel dans le sprint. C'est-à-dire qu'on a 2 problèmes sur 3 sprints et on n'est qu'au début de l'année. Est-ce que ces sanctions sont assez dissuasives? On peut se poser la question. Et donc là, le débat est arrivé de qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Donc, et là où on n'était pas d'accord avec Thibaut, c'est que personnellement, je suis d'avis qu'à un certain moment, à étudier au cas par cas, sanctionner en même temps le poisson pilote et le sprinter d'un déclassement peut être justifié, car le sprinter, quoi qu'on en dise, bénéficie absolument de ce que Van Poppel a fait. Je dis pas que Lund Andersen et Bauhaus allaient passer Welsford, on ne sait pas, on le saura jamais. Mais ce qui est clair et net, c'est que Welsford a profité de ça. Les 2 autres n'ont pas pu sprinter. Donc oui, c'est pas Welsford qui fait le truc, mais quand tu vois que Pitty fout le bordel et juste après Van Poppel le fait, l'intentionnalité, la question se pose. Est-ce que c'est pas une consigne d'équipe? Les deux derniers coureurs le font. Et je suis désolé, la manière dont le fait Van Poppel, c'est soit le mec est complètement allumé, il est complètement à l'ouest, et alors là, il y a un problème, soit c'est fait exprès. Je vois pas comment ça peut être autrement. Et après, 195 pulses à la fin d'une course, t'es peut-être pas complètement lucide. T'es pas complètement lucide. Il y a absolument rien que ce soit dans le mouvement vers la droite, pour faire le mouvement, pour venir se rabattre à droite comme il fait, c'est forcément il y a quelque chose d'intentionnel là-dedans. Il s'écarte normalement, comme l'a dit Enzo très justement, il s'écarte normalement à gauche une fois qu'il a fini son effort. Welsford, il est déjà sur un plateau, il a plus qu'à conclure. Danny Van Poppel, c'est le meilleur poisson pilote du monde en ce moment. Enfin, pour moi, c'est déjà l'année dernière, c'est ce qu'il fait depuis 2-3 ans maintenant, c'est monstrueux. Ouais, depuis 2 ans. Depuis qu'il est arrivé chez Bora, il est monstrueux. Et là, il s'écarte vraiment sur la gauche, tu le vois bien. Lucidité ou pas, enfin, je sais pas si le mec revient à droite. Il le fait quand même intentionnellement, ça. Mais de toute façon, anyway, il garde sa ligne, il est en sous-vitesse, il reste dangereux. Mais pour en revenir à ce que a dit Enzo, c'est que le problème, c'est tu ne peux pas sanctionner quelqu'un d'une faute commise par quelqu'un d'autre. Enfin, ça me paraît illogique et sportivement, que ce soit sportivement ou dans la vie courante, c'est absolument scandaleux parce que déjà, il faudrait prouver l'intentionnalité de la chose, ce qui paraît compliqué parce que si on met en place ça, il y aura forcément des contestations réglementaires, des contestations parfois judiciaires parce qu'il y a quand même des sanctions par derrière qui seront de manière pécuniaire et qui seront
une mauvaise image pour un sponsor. Tu te fais déclasser constamment de cette manière-là. Tu mets peu en avant ton sport et ton équipe. Puis après, il y a l'autre problème qui va venir derrière, c'est faut prouver ensuite que cette action a eu une influence directe sur le résultat. Parce que oui, peut-être que ça a favorisé un peu plus le dessin de la victoire de Sam Welsford, mais est-ce que ça aurait changé sa victoire? Est-ce que, avec ou sans, il aurait remporté ou non la victoire? Ça, on ne le sait pas. Donc, l'aléa sportif demeure et la domination de Sam Welsford sur ce sprint, elle ne peut pas non plus être totalement contestée. Ouais, mais je suis assez là-dessus, je suis assez d'accord dans le sens où je vois pas comment tu peux sanctionner Welsford. Tu vas pas enlever la victoire à Welsford. Danny Van Poppel, il fait un travail de dingue en amont. Il s'écarte, il dépose Welsford sur un plateau. Welsford, il gagne. Je pense pas que derrière ça puisse revenir. Ils sont quand même déjà loin entre guillemets par rapport à ce moment-là du sprint. Donc je suis assez d'accord avec toi, Thibaut, sur le fait de pas déclasser un Welsford. Peut-être qu'il y a d'autres sanctions à imaginer, une sanction d'équipe. Je sais pas sous quelle forme, mais peut-être que c'est l'équipe qui est sanctionnée. Parce qu'en soi, on se pose la question, mais on se pose la question au bout de 3 jours de course et sur le premier carton. Mais faut savoir quand même, et faut le rappeler, que Danny Van Poppel a été quelque part sanctionné puisque il a été déclassé, il a une amende, et puis il a un carton jaune. Donc si le carton se répète sur cette épreuve, il y a une sanction qui est beaucoup plus importante, ça va être une suspension de quelques courses. S'il a un autre carton pendant les 30 jours, il y a aussi une sanction sur 14 jours, courses où il n'aura pas droit de courir. Donc quelque part, il y a quand même un aspect dissuasif pour les prochains sprints, vu qu'il est déjà cartonné. Oui. Ça ouais, t'as raison Thibaut, ça c'est un truc à prendre en compte. Ils vont peut-être prendre un petit peu moins de risques ou éventuellement changer un petit peu les rôles. On a l'Aaron Spiti également qui va bien, mais ça ouais c'est totalement c'est totalement dans la réflexion. Mais maintenant regarde, j'entends les arguments et je suis pas catégorique, comme j'ai dit, je suis pas pour sanctionner le sprinter à tout prix. Mais aujourd'hui, quand tu vois que Pitti et Van Poppel, je veux dire, à un moment, tu as quand même 2 mecs de l'équipe. Après, moi, le problème de prendre... Ouais, mais après, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Souviens-toi... Oui, mais souviens-toi des sprints de Pitti l'année dernière. C'est totalement dans son caractère. C'est littéralement l'un des mecs les plus dangereux et qui s'est fait critiquer par une masse de coureurs parce qu'il était accidentogène dans les sprints. Ah oui. Mais lui, il n'a pas été pénalisé pour ce qu'il a fait aujourd'hui. En tout cas, j'ai pas vu. C'est pas normal. Quelque part, mais quelque part, lui, c'est dans son caractère. Donc, non, mais c'est un caractère à corriger. Oui, d'accord. Et c'est un con, mais ça n'empêche pas de prendre son carton jaune quand il le mérite. Mais Enzo, non, mais ça, je suis d'accord. Enzo, la sanction, ils l'ont déjà finalement, parce que Van Poppel va faire les prochains sprints avec la pression d'un carton jaune. Si il en prend un deuxième, forcément Welsford ou la Bora ils vont perdre leur meilleur poisson pilote pendant plusieurs jours. Finalement, on revient sur Mark Renshaw avec Cavendish sur le Tour de France quand il fout des coups de tête dans tous les sens. On n'a pas sorti Cavendish de la course et Renshaw a été derrière disqualifié du Tour et Cavendish a perdu son poisson pilote. Donc le risque, si tu joues trop au con, le risque il est là et finalement la pénalité pour le sprinter, c'est de perdre un pion essentiel dans son train. Tu crois pas? Oui, j'entends. Honnêtement, j'entends les arguments. Comme j'ai dit, je suis pas hyper catégorique. Je me pose la question. Voilà. J'ai vu un autre argument fleurir et moi qui me révulse, c'est de dire sur les premières fois, faut sanctionner plus durement pour relâcher du lest après. Mais à partir de ce moment-là, c'est ridicule, une sanction et tu la gradues, mais la sanction n'a plus rien à voir en fait. Elle n'a plus aucun sens. Là, par contre, il faut être cohérent. La même pour tous et tout le temps. Et ça, bien sûr. Non, sinon ça n'a pas de sens. Je veux dire, le mec qui va le faire dans sa vie, ça va être le premier, il va se faire. Non, c'est ridicule ça. Ouais, il faut de la cohérence. C'est ce qu'on réclame et c'est un vrai problème, c'est que dans les sprints, en tout cas dans comment sont sanctionnés les sprints, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cohérence. Qu'il n'a jamais eu. Souvent, c'était à la gueule du client. Cavendish, il est passé au travers de toutes les mailles, de tous les filets possibles et imaginables sur ses 75 ans de carrière. et
et d'autres à côté, la moindre erreur, c'était puni direct. Donc bon, de la cohérence, mais pour tout. Ouais, non mais, mais c'est après, bien. C'est le problème du sport en général. Hein. C'est malheureusement quand tu te vois sanctionner quelque chose et tu le vois en foot avec la VAR, c'est toujours soumis à une certaine interprétation où tu vas avoir plus de lest avec certains que d'autres. Mais c'est ce qu'on aime. Deuxième jour de course, évidemment, faut qu'il se passe des trucs, sinon voilà, sinon ça serait pas rigolo. C'est lancé, là. Bah oui, ça y est, c'est parti. Louis-Pierre, vous en êtes où? Alors tu nous as parlé de la reprise de Bistro Vélo. Là, alors qu'il est, on enregistre le podcast le 22 janvier. La première course, c'est la Marseillaise pour Eurosport. Ah non. Ah non, on enchaîne là, dès ce week-end. Dès ce week-end, il y a le Challenge Majorque, le Challenge de Majorque Dames. Et okay. Ouais, c'est sur. Elles sont géniales ces courses-là en plus. Challenge de Majorque, les dames, je crois que ça commence samedi. Ça va être samedi, dimanche, lundi. La semaine prochaine, il y a le Challenge de Majorque des hommes. Je sais plus si c'est sur 5-6 jours, je crois. Et c'est top, tu sais, les équipes, elles viennent avec une quinzaine de coureurs et tu les alignes sur les épreuves que tu veux. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un peu de tout. Il y a du sprint, il y a des étapes des courses un peu plus dures. Donc ça c'est chouette. Et puis on a la première course par étape qui démarre. J'ai la chance de la faire. En plus, je suis super content. C'est mardi avec Lalou-la-Tour. Ah oui, très bon. Attends. Donc de mardi à samedi, on a Lalou-la-Tour. Ce sera tous les jours à 12h30 sur Eurosport. Et si je dis pas de bêtises, je la commente avec Audrey Cordon-Rago. Parfait, avec Pierre Barbier qu'on avait reçu dans le podcast au mois de novembre. Pierrot qui est déter, je peux vous dire que Tim Merlier, ça lui fait pas peur. Et non mais c'est ce qu'il aime Pierrot, c'est ce qu'il adore. Voilà, il nous parlait de tes courses, il a claqué l'année dernière sur Sarja, sur le Tour de l'Oise, mais lui plus on lui met du fort en face, plus ça l'excite et plus il aime son métier. Donc voilà, bon, on suivra Louis-Pierre. Est-ce que tu peux nous dire, l'année dernière quand on avait reçu Guillaume dans le podcast, il nous avait dit qu'il y avait un nouveau consultant qui arrivait, donc c'était Tiffaine Laurence, on l'avait appris quelques jours après. On voit aussi comment fonctionne l'équipe des RP sur Eurosport, dans laquelle tu es depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années. On voit que c'est un bloc très très solide, voilà, avec quelques entrées de temps à autre. Est-ce que ça bouge un petit peu cette année ou on prend les mêmes et on recommence? Écoute, des infos que j'ai, on prend les mêmes et on recommence. Il y aura peut-être des petites nouveautés en cours de saison sur certains événements. Je n'en sais pas plus. En tout cas, je sais qu'il y a des choses qui ont circulé, mais j'ai pas de nom à donner parce que je suis pas au courant des avancées. Mais je sais que oui, il y aura peut-être des surprises, notamment sur les grands tours. Il peut y avoir des petites surprises ici et là, mais sinon. Sur les courses, normalement le reste de la saison sera à peu près sur les mêmes et on recommence avec du Jackie Durand, du Steve Chenel, du David Moncoutier, du Nico Fritsch, Audrey qui sera avec nous, Tiffaine Laurence, Roxane Fournier aussi, j'espère que j'en ai pas oublié. Des petites surprises ou des grosses? Parce qu'il y a Romain Bardet qui prend sa retraite en juin. Ouais, exactement. En vrai, c'est la même chose. Des surprises. Je ne dirai rien, Thibaut. Je ne dirai rien. Je suis une tombe. Non, je sais pas. Honnêtement, j'aurais bien aimé vous dire, mais je suis pas au courant de tout. Je sais que ça discute et voilà. Bon, on va suivre ça, Louis-Pierre. On va s'intéresser un petit peu à toi. Donc, c'est vrai que t'avais démarré sur Thibaut. On parlait tout à l'heure. T'avais démarré sur la Vuelta 2013. Alors toi, moi, Chris Horner là sur cette Vuelta, moi, ça reste j'y pense au moins une fois par semaine. C'est pour moi le plus gros mystère de l'histoire de l'humanité. C'est ça me réveille la nuit. Le baptême de feu, franchement. La Vuelta 2013, Chris Horner. Elle était incroyable cette Vuelta. Ah ouais, elle était pas, avec du recul, c'est vrai que, moi, elle était dingue, c'était mes premiers plateaux, donc, c'était fou, mais c'est vrai que, on s'attendait pas à Chris Horner, quoi. Non, parce que je crois que le record, mais de 6 ans, il éclate le record du plus vieux vainqueur d'un grand tour, un truc qui datait des années 30. Enfin, c'était improbable. Improbable. C'était puis à chaque fois tu te disais Nibali, va l'éclater. Ouais, Enzo, t'en fais des cauchemars encore la nuit, Enzo. Ah, si, ça me réveille la nuit tous les jours. Je me dis pas lui, pas Chris. Ah ouais, c'est complètement. Je deviens chauve comme lui, c'est ça qui me rend triste. Ah ouais, depuis pareil. Donc Louis-Pierre, avant tout ça, donc t'as grandi du côté dans Mayenne, là, du côté de Laval. Le petit Louis-Pierre, quand il était petit, à
quel moment il s'est dit que le sport, ça allait être son métier, et plus que son métier, ça allait devenir sa vie? Assez rapidement. Déjà, j'étais un dingue de sport depuis gamin. Je cours tout le temps. Le sport, c'est dans mon quotidien. Assez rapidement parce que à la fin du collège, donc j'avais un lycée pas très loin de chez moi où j'étais censé aller, comme tous ceux de mon collège allaient dans ce lycée. Et moi, j'ai fait le choix de partir à 30 km de chez mes parents dans un lycée à Mayenne qui proposait une option EPS. Et qui, en fait, au lieu des 2 heures de sport que tu avais normalement au lycée, en proposait 6. Et du coup, tu avais une épreuve EPS en plus qui comptait pour le bac, qui était coef 4 ou coef 6. Donc, je trouvais ça génial en plus, parce que du coup, ça te rapportait des points en faisant du sport, donc c'était génial. Et surtout, ça me permettait de ne pas faire 2 heures, mais 6 heures de sport par semaine, et de toucher à vraiment tous les sports. Donc déjà, je me suis assez rapidement, orienté après le collège vers un établissement où j'allais faire plus de sport. C'était pas un sport-études, donc j'étais pas spécialisé dans un sport. Donc à partir de là, déjà, j'ai quitté la maison du coup à la fin du collège. J'ai fait mon lycée, j'étais à l'internat. C'était génial, c'était des années incroyables. Et arrivé au lycée, j'ai su rapidement que je voulais continuer dans le domaine du sport. Et j'avais une chose en tête, c'était prof de PS. C'était vraiment ce qui m'animait. Je voulais devenir prof de PS. C'était clair. C'est un truc qui me plaisait. Et donc, à la fin du lycée, j'ai eu mon bac ES. Je crois que c'est plus comme ça maintenant que ça s'appelle. J'ai vieilli aussi. Voilà, moi aussi, je t'avoue, j'ai pas le nom non plus. Et après le lycée, je me suis orienté vers une licence STAPS. Alors, en gros, c'était le parcours le plus logique pour devenir prof de PS, faire la licence, le master, les concours pour être prof de PS. Je suis parti là-dessus. J'étais en STAPS au Mans. Donc ça s'est super bien passé, première année, deuxième année, et à partir de la deuxième année, on avait des stages obligatoires. Et en fait, je me suis retrouvé en stage avec des collégiens, je crois le premier stage, j'étais en collège ou peut-être en école, je sais plus. École ou collège, et assez rapidement, je me dis mais qu'est-ce que je fais là en fait? Je me dis mais c'est pas du tout ce que j'imaginais en fait, prof de PS, c'est pas du tout ce à quoi j'avais pensé. Et j'ai trouvé ça presque dérisoire en fait, ce qu'on demandait aux élèves. Je me suis retrouvé avec une classe de collégiens le lundi matin à 8h30 avec un cycle de multibon. Donc là, j'ai dit bon, d'accord. Et donc, il fallait que je prépare des cours de multibon avec plein de capacités qu'ils devaient maîtriser, etc. Des aptitudes, des trucs. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire en fait. C'est ce qui est demandé dans les programmes scolaires. Non, je trouve pas ça intéressant. Ça apporte rien aux élèves. Moi, je prends pas vraiment de plaisir à le faire. Donc là, déjà, deuxième année de STAPS, je me suis dit, je veux continuer dans le sport, mais je pense que ce sera pas prof de PS. Et en parallèle de ça, donc ça, c'était la semaine. Et le week-end, j'avais envoyé un courrier à Ouest France, qui est le journal, évidemment, dans l'ouest de la France et en Mayenne, pour être correspondant sportif le week-end. Parce que c'était un truc qui me faisait kiffer depuis que je suis tout petit. Chez mes parents, le premier truc que je faisais le lundi matin, c'est que je lisais le cahier des sports, le petit cahier avec tous les résultats du week-end, les petits comptes rendus, etc., des matchs régionaux. Et toujours, je lisais ça. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'écrirais pas là-dedans? J'adore ce petit cahier des sports. Et en fait, j'ai commencé comme ça pendant que j'étais en STAPS. La semaine, j'étais en cours et le week-end, j'étais correspondant sportif pour Ouest France. Et à partir de là, j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Ce métier de correspondant, ce petit job me plaisait tellement que je voulais m'orienter là-dedans. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a le podcast Dans la tête d'un coureur qui avait fait un épisode consacré justement à la manière dont les profs d'éducation physique et sportive dégoûtent les gens de l'endurance. Voilà, d'ailleurs, on te fait courir 20 minutes, tu craches tes poumons, tu vomis, alors que courir, c'est pas ça du tout. Donc il y a une grande partie de la population française qui est dégoûtée à la base de la course à pied à cause de ça. M'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Et moi, mon prof de PS référent entre guillemets, celui qui était le prof du collège où j'étais en stage, même lui disait je vais pas continuer jusqu'à la fin de ma carrière parce qu'aujourd'hui les programmes ils sont délirants. Ce qu'on demande aux élèves c'est inintéressant, ça les intéresse pas, ça ne m'intéresse pas et lui-même ne se voyait pas continuer comme ça des années, tu vois. Et avant ce petit courrier que t'envoies à Ouest France, dans ta jeunesse, le journalisme sportif, le commentaire, c'est pas quelque chose qui te peut-être pas qui te fait un petit peu rêver, voilà, c'est pas. Non, même pas. D'accord. Même pas. Ça te traverse pas l'esprit.
Non, même pas. Je voyais même pas ça comme quelque chose d'atteignable en fait. Tu vois, j'étais non, même avec du recul, je me pose la question. Non, franchement, je regardais beaucoup de foot. J'étais un malade de foot. Je regardais du foot, je lisais le cahier des sports. J'essayais de m'intéresser à plein de sports, mais sans jamais me dire un jour je vais commenter du foot ou je vais présenter une émission de sport à la télé. Je regardais Stade 2, je regardais Téléfoot, je regardais toutes ces choses-là, mais pour autant jamais je me suis dit je vais faire ça, tu vois. Alors, dans toutes les carrières, moi j'ai remarqué Louis-Pierre, il y a Guillaume, quand on l'avait eu dans le podcast par exemple, qui nous avait raconté qu'il était arrivé à la base pour un stage à Eurosport et qu'il en est jamais parti. Donc j'ai remarqué ça dans toutes les carrières. À un moment donné, il y a un déclic, il y a un coup de fil, une rencontre, une histoire un petit peu improbable qui permet de gravir pas des marches mais des escaliers entiers en un temps record. Toi, Louis-Pierre, quelle est cette petite anecdote, ce petit moment de ta vie qui a on va dire déclenché ton arrivée à Paris, hein, qui t'a fait basculer. Ouais, qui t'a fait basculer, exactement, Thibaut. Tu la connais, Thibaut? Ah, moi je demande, mais je la connais pas. Je sais même pas s'il y en a une. Ça se trouve, tu vas me dire non, j'ai envoyé un CV, on m'a recruté. Moi, me semble que j'avais lu un article qui le mentionnait, mais ça doit être un vieux article, donc je te laisse nous en parler. C'est une boîte de nuit au Mans. Ah c'est bon assez incroyable. En fait, j'avais fini ma licence stats. J'étais toujours correspondant sportif pour Ouest France et j'étais après ma licence. Je savais pas exactement encore ce que j'allais faire. J'adorais écrire dans le journal, mais je me voyais pas partir sur une école de journalisme. Je savais pas trop comment m'y prendre. Du coup, je travaillais. Pour être très transparent, je suis passé par plein de petits boulots en attendant de savoir ce que j'allais faire. Je pensais me lancer vers un BPGEPS pour être éducateur sportif, mais sans certitude. Je faisais des petits ménages. J'étais agent d'entretien. Je faisais du ménage. J'ai fait McDo. J'ai fait l'usine. J'ai fait vraiment tout ce qui me permettait de continuer à payer mon loyer et voilà, et avoir de l'argent de poche. Donc, je travaillais avec mon bac plus 3 comme agent d'entretien. Et un soir, il y a un match au Mans. C'était Sablé PSG en Coupe de France. Et après le match, donc déjà on va au match en spectateur, et après le match on décide d'aller en boîte. On sortait régulièrement avec des potes au Mans, et on se retrouve dans une boîte, et là il y a un de mes potes qui dit mais il y a Olivier Dacour là-bas. Je dis ah bon, c'est énorme et tout, et donc on va voir Olivier Dacour, on est tout content, on fait une photo avec Olivier Dacour et tout, et après ça on tombe sur Guillaume, que je ne connaissais pas, je regardais pas beaucoup Eurosport pour être très honnête, et donc du coup j'échange comme ça avec Guillaume Digardia, que je ne connaissais pas plus que ça. Et d'accord, il traîne en boîte avec les footballeurs, Guillaume. Ah, ça, tu nous apprends des trucs, Louis-Pierre. Là, avec l'équipe d'Eurosport, en fait, après le match, ils sont allés boire un verre, okay, etc. Et on s'est retrouvés dans la même boîte, incroyable. Et on échange comme ça, et de fil en aiguille, il me dit faut que tu fasses le master journalisme sportif. En plus, tu as déjà pas mal d'expérience en presse écrite, donc c'est un vrai plus. Et donc j'envoie comme ça. Je me retrouve l'année d'après, du coup, en master sport à l'ESJ Paris. C'est comme ça que ça démarre. Et mon premier stage, moi, il est pas à Eurosport, il est à Bein. Mon premier stage, c'est en janvier 2013. Je suis stagiaire à la matinale de Bein, l'Expresso à l'époque, ça s'appelait. Et un petit peu plus tard, je rentre en stage à Eurosport. J'y reste 6 mois, pendant la Volta notamment. À la Volta 2013, j'étais stagiaire. Et après, j'ai continué à la pige. J'ai repigé un petit peu à Bein, à Infosport, jusqu'à ce qu'on me propose un contrat à Eurosport. Quand tu discutes dans cette boîte de nuit avec Guillaume, tout de suite, il y a un courant, il y a naturellement, il y a un truc qui se passe, ouais. Ouais, il y a un courant. Et en plus, voilà, comme il me l'avait dit après, voilà, j'ai vu que t'étais motivé, tu savais de quoi tu parlais, tu voulais faire ça, et oui, j'étais assez déterminé sur ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire du journalisme sportif, et après oui, je le remercie évidemment pour cette opportunité, parce qu'il aurait pu me dire ouais, pas de problème, on se rappelle, et puis ne jamais me rappeler. Et finalement, on est resté en contact, on a continué à discuter de cette école de journalisme, etc. Et de fil en aiguille, je suis là aujourd'hui, donc c'est chouette. Quand tu arrives à Eurosport, il y a Jackie Durand, qui est originaire de la même région, de la même ville que toi. Quand tu étais petit, c'est quelqu'un que tu croisais, ou tu le connaissais personnellement déjà en arrivant à Eurosport, ou tu le connaissais comme nous tous, en tant que coureur professionnel? Que comme coureur. Je le connaissais pas du tout. Jackie, je le voyais dans le journal, évidemment. C'était celui qu'on suivait un petit peu plus dans Ouest France. On me parlait un peu plus de Jackie que des autres. Mais non, je le connaissais pas du tout personnellement, Jackie. D'accord. Et donc, sacré personnage. Ah oui, bah. avec ses amis sur le bord de la route, d'ailleurs, tu les interviews jamais, ceux-là, comme par hasard?
Je soulève un dossier, le dossier des amis imaginaires de Jackie Durand. Je les vois pas, je les croise jamais. Il me dit, ils sont au départ et tout, j'arrive jamais à les voir. Pas de chance. Tu parles de Fabio et compagnie. Ouais, toute la liste, on les connaît bien. Thibaut, Enzo, vous avez non, mais il les connaît forcément, il a tellement d'anecdotes, il ne peut pas tout inventer. Ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. Enzo, Thibaut, une petite question. Ouais. Vas-y, Enzo. Ouais, une petite question. Du coup, Lucas, tu me disais que fan de sport depuis que tu es tout petit, tu nous as pas mal parlé de football, mais est-ce que le vélo avait une place importante pour toi ou c'est venu plus tard parce que voilà, chez Eurosport, c'était arrivé pendant la Vuelta, puis après on t'a proposé le Tour 1 ou 2 ans après, et du coup ça s'est fait comme ça, ou c'était un sport qui t'intéressait particulièrement aussi? C'était un sport que je suivais, mais t'as complètement raison, Enzo. J'étais très foot. C'est vrai que le cyclisme, c'était pas mon sport numéro 1 plus jeune. Oui, bien sûr, j'ai regardé le Tour de France comme tout le monde, je pense. Quand il est gamin, l'été, je regardais le Tour, mais j'étais plus foot que cyclisme, clairement. En arrivant à Eurosport, j'ai touché un petit peu à tout, et là, on m'a parlé de la Vuelta. Et j'ai quand même bossé beaucoup parce que c'était pas mon sport numéro 1 du tout. Ça l'est devenu assez rapidement par la Vuelta et parce qu'ensuite j'ai continué sur le cyclisme. Mais c'est vrai qu'au départ c'est pas mon sport numéro 1. Non, clairement j'étais foot moi. Gamin j'étais le foot. Et maintenant tu l'es aussi vu que tu commentes quelques émissions de Champions League pour une chaîne anglaise. Exactement. Déjà, j'en ai fait pas mal sur Eurosport avec la Coupe de France, où j'ai eu la chance de faire des bords terrain dès 2014, je crois, sur la Coupe de France de foot. Là, pareil, j'ai vécu un rêve. Je me suis retrouvé, je crois, mon premier match, c'était Creil-Lens. Je me retrouve à la fin du match à faire l'interview d'Antoine Comboiré, qui est en plus un personnage, donc pas simple. J'ai eu la chance de bosser sur la Coupe de France, de présenter Soir de Coupe également, qui reste un souvenir incroyable. C'était dingue d'être sur les gros matchs, les matchs du PSG, de l'OM, de l'OL. On faisait les prime time, c'était top. Et effectivement, j'ai remis un petit pied dans le foot cette année. On n'a plus les droits de la Coupe de France, mais la chaîne TNT, qui fait partie du même groupe qu'Eurosport, a les droits de la Ligue des Champions en Angleterre. Et ils ont fait appel un petit peu à tous les pays pour dire voilà, si vous avez des reporters que vous pouvez envoyer pour TNT quand c'est dans votre pays, ce serait bien. Et donc, on m'a proposé effectivement de couvrir des matchs du PSG, de Monaco, de Lille, également en Ligue des Champions cette année en anglais. C'est dans le cadre d'un multiplex. Donc, c'était assez touchy. La première, j'ai transpiré. J'étais pas bien. Et déjà, pour comprendre, quand les mecs te lancent, ils parlent entre eux, ils rigolent entre eux en plateau, ils te lancent. Déjà, pour comprendre correctement ce qu'ils t'ont dit, c'est pas évident. Et après, il faut t'exprimer en anglais face caméra pendant 1 minute 30, comme ça, plusieurs fois pendant le match. Donc, c'était un sacré exercice, mais c'était une très, très belle expérience. Alors, en parlant d'exercice, la première fois... Thibaut, t'allais dire un truc, non? Non, vas-y. Ouais. Non, c'était moi. Enzo, du coup, là, tu parlais de ta première expérience bord terrain 2014. Mais t'avais quoi, 21 ans? À peine? 2014, j'ai 24 ans cette année-là. Ah, 24. D'accord. Ouais. Bon, quand je fais la Vuelta 2013, j'avais quand je suis en plateau pour la Vuelta en 2013, j'ai encore 22 ans, ouais. Ouais, ok. Ouais, ça fait. C'est ça, tout jeune. Et donc t'attaques donc en bord, on va dire en bord route sur la course. T'attaques sur la Vuelta 2013, c'est ta première course, c'est-à-dire t'as pas quelques courses en amont pour t'échauffer un petit peu, quoi. Non, c'était incroyable cette Vuelta, Guillaume. En fait, l'été, il y avait le Tour de France, ils étaient sur place, Guillaume, Jackie, pour commenter avec Richard, je crois, il y avait l'étape de Virang, ça s'appelait à l'époque. Et moi, j'étais à Paris pour faire les sujets et choses comme ça. Et après le Tour, on discute, et Guillaume me dit, écoute, là, pour la Vuelta, Tour d'Espagne qui arrive, j'ai 2 nouveaux, j'ai David Moncoutier, qui nous rejoint dans l'équipe, qui fait sa première avec nous. Et puis j'ai une nouvelle, j'ai Marion Rousse, qui sera en plateau également tous les jours avec David. Et puis Jackie qui viendra de temps en temps. Je lui dis c'est bien, top, super. Il me dit mais j'ai personne pour présenter. Est-ce que tu te sentirais de le faire? Vuelta 2013, et là moi je suis là, et je le regarde, il me pose la question, je dis ouais, carrément, ouais, super, trop bonne idée, ouais, génial. Et en fait,
tu réfléchis pas. Faut bien sûr. l'opportunité, elle est trop belle, donc je réfléchis quasiment pas et je dis oui. Quand je rentre chez moi le soir, je me dis mais dans quoi je me lance? Et au final, j'ai bien fait. Hein. Ouais, bah oui. C'est bien passé. Du coup, néanmoins, affaire de détail. 3 novices en plateau. Ouais. Vas-y, Thibaut. Néanmoins, affaire de détail, le soir quand tu rentres, ton caleçon blanc, il était de quelle couleur? Je préfère pas te dire. Ouais, c'était chaud. La première, la veille du départ de cette Vuelta, on est en plateau on fait un plateau des Rois de la Pédale avec la présentation des équipes. Je me rappelle, il y a Marion, il y a Christophe Moreau, je crois qu'il est là ce jour-là pour la première. Et je suis à côté de Christophe et en plus il fait chaud sur le plateau, il y a les lumières, on est au mois d'août. Je suis trempé. Je prends la parole 3 fois dans l'émission, mais je me décomposais. Et je pense que même à Eurosport, ils ont dû avoir des doutes et se dire qu'est-ce que ça va donner demain à la présentation, parce que là, j'étais pas à la présentation, j'étais vraiment sur le plateau en tant que journaliste et pas bien du tout. Par contre, beaucoup mieux le lendemain en présentation, bizarrement. Il y a des images de ça sur le net, ouais. Ouais, ça doit se trouver, hein, cette émission. J'étais pas bien. Et donc à partir de quel moment on te retrouve sur les bords de la route? Je crois que ton premier Tour de France 2014, non? 2015. Donc ouais, donc t'es pas au Yorkshire, t'es l'année d'après, ouais. Non, 2014, je suis en plateau. Ils sont encore sur place, ils commandent sur place, mais le plateau est à Paris et je suis en plateau 2014. Et 2015, je fais mon premier tour sur place départ des Pays-Bas à Utrecht. Comment ça doit être hyper compliqué le Tour de France est une lessiveuse, trouver ses repères. Bon là maintenant t'es rodé à l'exercice, mais ça doit vider complètement. Ouais, t'es usé. Du bruit, des déplacements. En fait, moi en plus je faisais départ-arrivée. Autant les commentateurs ils vont d'arrivée en arrivée. Tu vois, ils vont pas au départ puisque le camion commentateur il est arrivé, donc le soir ils vont à l'arrivée du lendemain. Ils bougent pas de la journée. Et moi, j'allais au départ pour tout ce qui est interview des coureurs au départ, pour les petits plateaux, les petits duplex au départ. Et ensuite, tu prends la route pour rejoindre l'arrivée. Et de l'arrivée le soir, tu reprends la route pour aller au départ du lendemain, etc. Donc c'est assez usant. Je m'attendais pas effectivement à être aussi rincé en rentrant. Mais sur place, tu t'en rends pas forcément compte en fait sur le moment. T'as pas l'impression d'être fatigué, tu ressens pas la fatigue parce que t'es dans une bulle. Ça, c'est le truc, peut-être une des choses qui m'ont le plus étonné, t'es vraiment dans une bulle, t'es coupé du monde. C'est-à-dire que tu ne sais absolument pas ce qui se passe autour, dans l'actualité, dans tout ça, t'es vraiment coupé du monde. T'es sur le tour et t'es que sur le tour. Pour le coup, il n'y a plus que ça qui existe. Et c'est assez impressionnant, effectivement, les parkings équipes, au début, tu vois ça, tu te dis, waouh! Ils te garent toutes les voitures d'équipe, tous les bus, c'est immense. C'est immense. Quand tu te gares à l'arrivée, tu vois au loin à peu près où est la zone d'arrivée, et puis tu suis les flèches pour aller te garer. Parfois, t'es garé à 2 km, il y a des voitures tout le long sur les 2 km, on te dit, t'es là-bas. Puis tu marches les 2 bornes ensuite pour revenir, et c'est immense. Faut vraiment le voir pour le croire, entre guillemets. Le dispositif qu'est le Tour de France, c'est quelque chose d'exceptionnel, surtout quand tu le compares aux autres grands tours. Avec l'expérience, c'est quelque chose que tu arrives à mieux gérer maintenant, au niveau de la fatigue? Oui, maintenant tu te gères un petit peu plus. Bon, t'as toujours cette fatigue, mais tu le sais. Et je sais pas si tu peux la gérer différemment, mais tu récupères peut-être plus facilement parce que tu sais les efforts que tu vas faire, tu sais ce que ça va te coûter en énergie. Et puis après, entre nous, quand t'es sur place, tu penses pas trop à tout ça. T'es tellement dans l'euphorie du truc, c'est quand même quelque chose à part. Surtout le tour. Et puis du coup, ça doit être un rythme en 7-7 parce que, y compris sur les jours de repos, s'il se passe un truc, il faut pas le rater. S'il se passe un truc, faut pas le rater. Effectivement, après, nous étant en contrat, on n'a pas le droit de travailler sur les journées de repos puisque t'as pas le droit de travailler plus de 6 jours par semaine. C'est la loi. Donc en fait, sur les journées de repos, on n'a pas vraiment le droit de travailler. Alors bien sûr, si un tel donne une conférence de presse et que tu as vraiment envie d'y être, tu vas y aller. Ça fait partie du travail, tu vas juste mettre ta caméra et au pire, on te verra pas à l'image, on saura pas que tu as travaillé. Je peux pas le dire.
Mais Ouais. mais oui, il peut arriver effectivement que sur les journées de repos, on aille faire des petits trucs. Ouais, c'est comme un policier hors service. S'il se passe quelque chose, il C'est va, ça. voilà, C'est un peu ça. il va intervenir. Qu'est-ce que tu préfères dans tous ces exercices? Parce que bon, tu nous as parlé de bistrot vélo, la présentation en plateau. Je vais rester uniquement sur le cyclisme, parce que voilà, tu nous as parlé aussi des commentaires que tu fais ailleurs dans le foot. Donc, bien évidemment, ces interviews. Hein, tu es le fameux trait d'union entre nous, téléspectateurs et les coureurs. Quel est l'exercice dans lequel tu prends le plus de plaisir? Je pense que c'est celui-ci dans l'exercice de trait d'union, comme tu dis. C'est bien trouvé effectivement comme mot. Je pense que c'est dans cet exercice de reporter où quand tu es sur place et que toi tu es au contact des coureurs tous les jours, parce qu'il y a évidemment ce qu'on se dit au micro, il y a également ce qu'on se dit en off comme on dit, où tu vas échanger avec les coureurs quand le coureur il arrive devant toi avec son vélo avant de commencer l'interview, t'échanges 2-3 mots, donc tu sais un petit peu dans quel mood il est, des fois il va te glisser un petit truc. Tu lui dis mais ça on peut en parler, il va te dire ouais, donc t'essaies de l'amener subtilement sur certains points. Cet exercice-là il est très très chouette. C'est un petit challenge aussi aux arrivées d'avoir les coureurs, c'est pas toujours simple. Hein. Je peux les comprendre aussi, hein, ceux qui veulent pas s'arrêter, etc. Je le comprends complètement. Mais je pense que c'est ce rôle de reporter qui me plaît le plus, d'être sur le terrain, parce que c'est quand même l'essence même du métier de journaliste, je pense, c'est d'être sur le terrain. Et oui, c'est là que je prends le plus de plaisir. Clairement, d'être au contact des coureurs, d'échanger avec eux au quotidien, de voir comment eux aussi ils évoluent au fil des 21 étapes. Sur les grands tours, ça c'est assez chouette. De ressentir leur fatigue, de suivre ce film qui est un grand tour, parce que pour nous sur place c'est vraiment un film quoi. T'es sur 21 séquences, c'est incroyable. Et puis la présentation quand même, qui est peut-être celui qui me plaît encore le plus après on va le mettre en deuxième après le rôle de reporter, mais la présentation j'aime vraiment bien, ouais. Je le dis, je t'avais observé, hein, c'était une étape de Paris-Nice qui s'est lancée d'un petit village des Yvelines, je crois en 2022, et j'avais été au départ de la course et je t'avais regardé bosser, je t'avais observé un quart d'heure, 20 minutes, et voilà, je vous confirme pour vous tous qui allez à l'écoute du podcast, hein, les coureurs, voilà, il y en a beaucoup qui s'arrêtaient pour te dire bonjour, un petit clin d'œil, un petit salut. On voit que le feeling passe bien avec une grande partie du peloton. Ouais, Enzo, t'allais dire un truc. Non, c'est moi. D'ailleurs, pour cet aspect zone mixte, hein, maintenant que t'es dans le métier depuis quelques temps et qu'on voit aussi le cyclisme se professionnaliser de plus en plus, tu trouves que les coureurs sont un peu plus verrouillés qu'avant, un peu moins bavards, ou non, ça va malgré le fait que bon, ils soient peut-être un peu plus entourés au niveau de leur communication, ça reste quand même assez naturel. C'est une très bonne question. Après, tu vas avoir différents types de coureurs en fait. Tu vas avoir ceux effectivement qui ne se promènent qu'avec leur attaché de presse, qui sont là parce que ils sont obligés d'être là, parce qu'on leur a demandé de venir et il faut qu'ils répondent, qui vont te dire des banalités, qui vont pas avoir grand chose à dire. Et puis après tu vas avoir le coureur avec qui t'as peut-être un peu plus de contraction, qui lui est plus décontracté aussi, qui va venir parler en zone mixte et qui est content de venir le faire, et qui pour le coup sera pas du tout verrouillé, avec qui tu peux parler de plein de choses, qui vient passer son petit moment en zone mixte et qui est content de le faire, et là tu passes des bons moments en général. Mais c'est vrai que cette instauration de la zone mixte, ça a changé quand même pas mal de choses. T'en as qui viennent par obligation alors qu'ils n'ont pas du tout envie de répondre, alors que finalement ce serait peut-être mieux qu'ils viennent quand ils ont vraiment envie. Comme tu les chopais des fois à la descente du bus, le mec soit il te disait non parce qu'il avait pas envie, soit il te disait oui et là tu savais que t'allais avoir quelque chose de sympa. Après en termes d'organisation, c'est quand même plus simple pour nous, ça évite de rater certains coureurs. C'est quelque chose qui a été mis en place, c'était après la période Covid, je crois, par ASO, et qui a été maintenu depuis. Je m'en plains pas. Ça nous permet de pas courir après des mecs et d'en rater. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que parfois des coureurs ou des DS pouvaient t'utiliser un petit peu comme outil de propagande, un petit peu comme voilà, on sait que tu vas enregistrer une interview, qu'elle va passer à la télé à un moment donné, donc pour essayer de balancer des petits bluffs ou envoyer des fausses infos tactiques. Est-ce que t'as pu avoir l'impression que parfois tu faisais partie du jeu?
J'ai jamais eu cette sensation-là. Alors peut-être que je l'ai été, peut-être que naïvement je l'ai été sans m'en rendre compte, mais j'ai pas l'impression qu'on ait été utilisé. En plus maintenant c'est compliqué avec les étapes en intégralité, etc. Tout, ouais, je sais pas si c'est possible, mais non, j'ai pas cette impression-là. T'as des coureurs qui bluffent pas mal sur les échappées, notamment les coureurs qui veulent être à l'avant. C'est assez drôle parce que tu dis on a parlé avec un tel, il pense ça, et après il a dit ça vraiment, alors je vais lui parler. Et voilà, t'as des petits échanges comme ça, mais non, je pense pas qu'on se soit servi entre guillemets du micro. Peut-être que c'est arrivé, que je m'en suis pas rendu compte, c'est possible aussi, mais j'ai pas souvenir d'un exemple précis. Alors t'es en duo avec Flo Pigeon, avec qui vous vous baladez sur les grands tours. Est-ce que le matin des courses, moi il y a une anecdote qui me revient souvent en tête, c'était la fameuse étape 9 de la Vuelta 2022 où il manque le vélo de Pavel Sivakov sur la galerie des voitures d'Ineos. Donc je crois que c'est Flo qui balance l'information. Ouais. Effectivement, donc vous donnez en exclusivité juste en ayant, parce que ça fallait le voir quand même, que Pavel Sivakov donc était covidé, je crois que c'était à la sortie d'un contre-la-montre, et donc qu'il n'allait pas reprendre la course. Est-ce que tu vraiment quand tu arrives dans le paddock au début de la course, qu'il y a vraiment ce sens de l'observation qui se met en place pour essayer de choper ce petit détail qui va tout changer? Ouais, oui. En général, tu jettes un petit coup d'œil au développement. Tu regardes surtout aujourd'hui toutes les équipes, elles partent avec quasiment toutes deux leaders. Enfin, je parle des grosses écuries qui partent avec deux leaders sur un grand tour. Tu regardes l'ordre des vélos également sur la galerie. Ça c'est tout bête, mais en général, voilà, ça parle. Donc c'est le genre de choses que tu regardes. C'est oui, tu fais ton petit tour du paddock, tu regardes l'ordre des vélos, tu regardes le développement. C'est vraiment ce qu'on regarde en priorité. Après, tu discutes aussi beaucoup avec les attachés de presse qui ont des infos, qui ont été au contact des coureurs le matin. Et quand effectivement ils viennent en zone mixte pour savoir un petit peu qui tu veux interviewer, là c'est le moment où tu peux échanger un petit peu. Parfois on va rien te dire du tout et ça va être la surprise. Parfois on te sous-entend quelque chose, où on te dit sinon ce matin je peux peut-être t'amener un tel comme coureur. Ok. Donc soit c'est un coureur qui a des ambitions particulières aujourd'hui, ou alors c'est quelqu'un qui va pas bien et le mec va te le dire au micro, ou alors tu vas aller le chercher là-dessus un petit peu plus. Mais c'est vraiment regarder l'ordre des vélos. Moi c'est le truc qu'on regarde en priorité avec Flo. Et après c'est des échanges, même croiser des directeurs sportifs, discuter un petit peu, c'est super important le matin. Après toutes ces années, ces petits regards et ces petites analyses, c'était des analyses que vous aviez déjà un peu avant et c'était une petite routine déjà bien installée, ou c'est une routine qui s'est limite installée avec cette période du Covid qui malheureusement influait beaucoup aussi sur ces événements de course? C'est clair, oui, c'est le Covid, parce que alors après non, sur l'ordre des vélos, etc., c'est vraiment depuis que tu vois, les premières fois où on a eu des équipes avec 2-3 leaders dans beaucoup d'équipes, là on s'est dit pour qui ils vont courir, c'est quelque chose qui s'est mis en place petit à petit. C'est peut-être moins le cas avant, je prêtais peut-être un petit peu moins d'attention à ça avant. Et après, en ce qui concerne effectivement le vélo du coureur qui serait pas là, ça c'est quelque chose qui est arrivé avec le Covid, effectivement, où t'as eu des non partants sur des courses certains matins, tu t'y attendais pas. Même si aujourd'hui les équipes elles prennent quand même souvent les devants sur les non partants avec l'annonce la veille au soir ou le matin de bonne heure. Après t'as des coureurs aussi qui c'est arrivé qui viennent le dire et qui prennent pas le départ aussi. C'est arrivé que certains passent en zone mixte le dire, faire un petit point presse avant de quitter tout simplement la course. Mais oui, c'est des routines qui sont devenues encore plus importantes, comme tu le dis Thibaut, avec la période Covid. Enzo, tu avais un truc à dire? Non, rien à rajouter sur ce point-là. Bon. Est-ce que, Louis-Pierre, il y a eu, avec Flo Pigeon, d'après toutes ces années, au micro d'Eurosport sur les différentes routes de France et à l'étranger, est-ce qu'il y a eu un jour, une étape où c'était je sais pas, peut-être à cause de la météo, j'en sais rien, c'était une galère, mais une galère complète, et vous êtes regardé, vous vous êtes dit allez, tu sais quoi, on rentre à Paris, ça nous gonfle?
Non, je crois que ça ne nous est jamais arrivé. Pourtant, on en a vécu des galères de pluie, de neige. Mais au final, c'est les plus sympas à couvrir. Moi, j'ai en mémoire la plus récente comme ça, c'est le Giro. Livigno, c'est quoi? C'est l'année dernière, avec l'étape sous la neige là. Je crois que c'était Livigno. Ouais. Sous la neige, celle où on n'avait plus les images caméra dans la descente. Non. Enfin, en fait, non. Il y avait l'étape qui est rabotée au Giro l'année dernière. Il neige au départ. Ah, l'étape que remporte Pogacar au mur où il fait 1, 2, 3, 4, 5 en mode insolent. Oui. Oui, où les Movistar courent pour lui. Ouais. En fait, ce matin-là, c'est une tannée. Il fait super froid. Il commence à neiger, etc. Et en fait, là, tu te dis, on va encore vivre l'enfer aujourd'hui, quoi. Déjà, rien que pour regagner la voiture après avoir fait les interviews ce matin, mais ça va être l'enfer. On va arriver trempé et tout. Et en fait, c'est aussi des bons moments parce que c'est là où tu as le plus de contenu à faire. C'est là où tu as le plus de choses à raconter. Il y a une espèce d'incertitude qui règne. Les coureurs qui veulent pas descendre du bus. Est-ce qu'on va donner le départ ailleurs? Enfin, il y a tellement de choses sur ces étapes-là. Ouais, elles sont galères d'un point de vue logistique pour nous. Elles sont dures parfois physiquement parce que tu prends cher, clairement. Mais c'est là où tu as le plus d'histoires à raconter et que tu peux. Je me rappelle, le départ, il est redonné dans une station essence. Oui, ce jour-là. Exact, oui. Ouais. Et c'était incroyable parce que du coup, nous, on arrive à partir en avant-course. Et en fait, on se gare juste à côté. On comprend à peu près. On trouve le nom du village où ça va repartir. On se gare là. Là, on discute un peu avec les gens. Il y en a un qui nous dit non, ça va pas être là le départ. Je pense qu'ils vont le redonner un peu plus loin. Ils sont en train de tracer une ligne plus loin. On arrive à se faufiler et à atteindre la station essence en question. Et en fait, on fait des duplex dans l'émission d'avant-course des Rois de la Pédale. On est en duplex depuis la station essence. On est au milieu des coureurs. Alors qu'ils sont en train d'essayer de faire évacuer tout le monde. Et nous, on est là et on se balade au milieu des coureurs et on fait des interviews et c'est génial. Et au final, tu passes un moment incroyable. Donc non, j'ai pas eu de moment où je me suis dit, allez, stop, on rentre, on arrête tout. Il y a eu des moments durs. Il y a eu des moments forts quand même. Le plus fort qui me reviennent, c'est 2016 où je me suis dit, waouh, en fait, ce qu'on fait, c'est rien par rapport au monde. Ce qui se passe dans le monde après les attentats de Nice. Le lendemain, c'est la journée off de Guillaume, et en fait, c'est moi qui présente les Rois de la Pédale ce jour-là, et c'était dur. C'était dur parce que déjà, tu parles pas de vélo, t'as pas du tout envie de parler de cyclisme, et du coup, tu parles de toute autre chose, et ouais, c'est des moments forts où tu te dis finalement, ouais, le tour, c'est bien, mais c'est pas grand-chose, quoi. Et puis oui. Et et moi, ce qui me surprend aussi des fois, c'est que ça arrive, probablement tu vas avoir des souvenirs qui te reviennent en tête, mais parfois j'ai l'impression aussi que tu apprends des choses aux coureurs après la ligne d'arrivée. Tu leur dis tiens, t'es tel classement ou un tel a gagné. Et les mecs ont l'air surpris. Ah bon, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et tu te dis mais en fait les oreillettes dans les derniers kilomètres, ils entendent rien, quoi. Ah bah non, ceux qui sont groupés tôt, ils sont tellement loin derrière, ils sont au courant de rien. Et ça arrive très souvent, effectivement, c'est drôle. Toi, t'es là en fond de ligne en train d'attendre, je sais pas, un mec qui était échappé, qui est 30 minutes derrière le vainqueur. Et t'en as qui arrive, il te regarde, il fait qui gagne. Et tu leur apprends. Quand à 3 Anthony Turgis gagne, t'as des mecs qui sont pas au courant du tout. Et toi, t'es là sur la ligne et on te dit attends, c'est qui gagne? Tu leur dis Anthony Turgis. Et les mecs sont what? Anthony, il a gagné? Et c'est génial. Le pire, c'est les mecs qui sont échappés avec d'autres et que l'échappé va au bout et ils sont fait distancer et tu leur apprends à l'arrivée que l'échappé est allé au bout. Et le mec qui commence son interview et il dit d'ailleurs je sais même pas qui gagne. Et là tu lui dis c'est un tel. Ah ouais, ils sont allés au bout. Et ça c'est à chaque fois des moments assez gênants ou drôles. Ça dépend du point de vue. Est-ce que nous avait dit ça colle à ce que nous avait raconté Jordan Jegat qui avait vécu exactement la victoire d'Anthony de Turgis. Il avait raconté. Ouais, la façon dont il l'a appris, je l'avais écouté ce podcast. Et ouais, c'est exactement ça. Même les coureurs, quoi, ils l'apprennent sur le bord de la route, ils l'apprennent tout ça, c'est trop fort. Thibaut, Enzo. Ouais. Est-ce que dans toute ta carrière là, sur les 10 ans qui sont passés, il y a une course que tu retiens en particulier? Une. Si je devais en citer une, c'est dur.
C'est dur. Est-ce que t'es derrière la ligne? Je me souviens plus, hein, mais sur l'Amstel, quand Cosnefroy est annoncé vainqueur et après il est annoncé perdant. Non, je suis au micro. D'accord, t'es au micro. Ok. Ouais, je suis au micro, je suis pas sur place. C'est dur parce que entre tous les championnats de France, les Paris-Roubaix qu'on a fait sur place, je te dis pas de bêtises. Mon premier Giro était dingue. C'est peut-être le premier Giro qui m'a le plus marqué. Pour l'ambiance, pour tout ce qu'il y avait autour. J'avais connu que le Tour de France et la Vuelta. Ah, mais la Vuelta aussi, on a eu des belles. Hein. Le premier Giro est assez fou. Vous le récupérez en quelle année, le Giro? Alors, on le récupère en 2021, je pense. Moi, j'y vais pour la première fois, c'est en 2021. D'accord. Donc Bernal gagne avec Geoffrey Bouchard qui fait meilleur grimpeur. Ouais, alors ça, complètement inattendu. Je me rappelle l'arrivée de l'étape de montagne là où on n'avait absolument rien vu, il y avait de la neige partout, et donc tu chopes Romain Bardet à l'arrivée. Bon, finalement deuxième. Bardet fait bon, je suis deuxième. Ça va, c'est pas mal. Ah ouais, sa tête quand tu lui dis qu'il est deuxième, il savait pas, ouais. Complètement ouf cette étape. Je pense que ce premier Giro, il était assez fou avec Geoffrey Bouchard qui croit qu'il va gagner sur l'étape qui se termine par l'espèce de petit chemin. Ouais. Et finalement, il est en larmes après. Alors, il a le maillot de la montagne, mais il en a rien à foutre parce qu'il passait tout proche de la victoire d'étape. Il y a eu plein de choses dans ce Giro. Et puis, j'adore l'Italie et c'était juste magnifique. Ce Giro, il était beau tous les matins, tous les soirs. C'était trop beau. Donc, il y a ce Giro. Après, il y a quoi? C'est dur d'en sortir une. Hein. J'ai un souvenir de la Vuelta à l'Angliru. C'est peut-être c'est peut-être une de mes plus belles, mes plus beaux souvenirs d'émission des Rois de la Pédale. À l'Angliru, en fait, il faisait tellement. C'est la dernière victoire d'Alberto Contador sur un grand tour. Il prend sa retraite le lendemain à Madrid. Et en fait, il n'y a pas de podium parce qu'il fait trop mauvais dehors. Et donc, ils ont tout mis dans une tente. Et les mecs, ils pensent que notre plateau qui est installé là, ils pensent que c'est la zone qu'ils sont obligés de venir. Et donc on se retrouve, je suis avec Richard Virenque, avec Guillaume, avec Jackie, et on se retrouve avec deux chaises, et il y a Alberto Contador qui vient s'asseoir, qui vient de gagner l'étape, et il y a Chris Froome qui vient s'asseoir à côté de lui, qui remporte la Vuelta le lendemain. Donc c'est juste incroyable. Et les deux s'assoient là comme si c'était le passage obligatoire en zone mixte, et en fait ils sont en direct avec nous sur le plateau. Ça c'était un moment mais incroyable. Et donc Richard il est là, et puis il commence à discuter avec les deux, enfin c'était extraordinaire. Donc allez, je te dirais, ma plus belle course, ce serait mon premier Giro en 2021, mais il y a tellement d'autres moments incroyables. Est-ce que tu sens... Désolé pour la question pourrie. Non, non. Jamais. Elle était grave cette question. Elle était très bien cette question, Enzo. Louis-Pierre, est-ce que tu sens aussi que voilà, des fois il y a certaines rumeurs, il y a certains trucs qui montent. On en a parlé pas mal dans le podcast. Bon, alors maintenant c'est de notoriété publique. Bon, le monoxyde de carbone, c'était pas non plus quelque chose qui était complètement caché. On a véritablement appris ses effets ces dernières semaines. Est-ce que aussi parfois il y a des coureurs ou des DS ou des membres de staff, ou tout à l'heure tu parlais des attachés de presse, est-ce que parfois on vient de te glisser un petit peu des petites choses, des petites infos un petit peu comme ça de manière innocente, un peu comme des bouteilles à la mer, en espérant que ça remonte à la surface pour essayer un petit peu de sortir des dossiers? Alors écoute, sur la question du monoxyde de carbone, je l'ai découverte ici et là, mais pas de la bouche d'un coureur ou d'un membre d'une équipe. C'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler moi avant que ça sorte entre guillemets au grand public. J'en avais pas entendu parler sur les courses. C'est quelque chose que j'avais pas entendu évoquer. Des coureurs qui viennent se plaindre d'autres entre guillemets, oui. Ça arrive que des fois tu parles en off avec un coureur et il te dit non mais t'as vu ce qu'il a fait encore l'autre hier, c'est indécent, on nous prend pour des cons. C'est des choses que t'entends de la bouche de certains coureurs ou même des directions d'équipe où on te dit voilà, là il y a quelque chose qui va pas sur ce passage là, on passe pour des cadets quoi. Il est en train de nous prendre pour des cons, ou eux ils sont en train de nous faire passer pour des moins que rien. Donc oui, t'en as qui se plaignent un petit peu et qui viennent te le dire, quoi, qui te disent ouais, il y a quelque chose qui cloche, sans aller plus loin, sans clairement aller dans la délation, dans tout ça, sans t'apporter aucun élément, mais qui te disent, tu sens que des fois il y a des ras-le-bol, clairement. Dans les comportements aussi, dans l'attitude des coureurs aussi, dans les comportements de certains coureurs.
T'en as qui te disent mais lui, ou, tu vois, ou eux, ils se prennent pour d'autres. Dans le peloton, il y a ci, il y a ça. Même en dehors, après les courses, il y a ci, il y a ça. Enfin, ouais, t'en as qui vident un peu leur sac, mais en off. D'accord. Et ça se passe toujours dans les courses, ou de temps en temps, tu peux recevoir des messages sur ton téléphone ou sur les réseaux sociaux, des coureurs qui te recontactent en off, en dehors. Non, c'est toujours dans le cadre des courses. Non, c'est surtout sur les courses. Sur les courses. Après, t'en as certains, quand tu commentes une course, tu vas dire un truc sur un coureur. Tu peux avoir un coureur qui va t'envoyer un petit texto qui va te dire rappelle-toi déjà ce qu'il avait fait sur telle étape de telle course. Donc tu sens que le coureur à ce moment-là, il en a un petit peu déjà gros sur la patate avec ce mec-là, quoi. Mais pourtant, on sent quand même, de la manière dont tu traites les coureurs, on sent beaucoup de bienveillance quand même. Hein. Quand t'as un coureur à l'arrivée, en fonction de ta performance, tu adaptes aussi un petit peu le ton. Moi, je me rappelle, alors, il y a très très longtemps, c'était sur France Télévisions, Nicolas Jalabert qui était arrivé à l'arrivée d'une étape du Tour de France. Il était complètement dans le fond du seau, et le gars qui avait ton rôle sur France Télévisions, je sais plus qui c'était à l'époque, avait été assez maladroit, et Nicolas Jalabert l'avait dit bon, attends, je viens de faire 8 heures de vélo, là j'ai juste envie d'aller rentrer à la maison. Toi, où est-ce que tu mets le curseur? C'est vraiment tu vois ce que je veux dire, la réflexion que t'as quand le mec est à l'arrivée, en fait. Bah déjà tu vas le sentir, hein. Alors peut-être que en plus de ça maintenant, ceux qui veulent pas parler, ils vont pas s'arrêter de parler. Peut-être que tu vois l'exemple que tu donnais, peut-être qu'aujourd'hui le mec s'arrêterait pas. T'en as un paquet qui disent non aux arrivées quand les mecs ils reçoivent pendant 5 heures sur le vélo. Bah t'insistes pas, hein, tu comprends. Tu vas pas. Voilà, des fois t'insistes pour avoir un petit mot, ou quand on est plusieurs caméras. Voilà, ils sont obligés entre guillemets de répondre, de faire le job. Mais non, t'essayes de rester, comme tu dis, dans la bienveillance. Ça reste des hommes, quoi. Ça reste des êtres humains. Tu peux pas non plus attendre d'eux après avoir reçu pendant 6 heures qu'ils te répondent à tout prix et qu'ils te fassent quelque chose de structuré parfois. Donc non, je pense qu'il faut rester dans la bienveillance. Et quand il y a des choses fortes qui se passent, t'essayes d'avoir la réaction, voilà, sur le moment. Et tu sais que tu creuseras plus le lendemain, où le mec aura un peu de recul. Et puis t'en as d'autres, tu sens que voilà, ils en ont gros sur la patate à l'arrivée, et là tu mets une pièce, parce que tu sais que tu remets une deuxième pièce s'il faut, parce que tu sens que le mec il a besoin de vider son sac, il le fait pas en début d'interview, et en creusant il va le faire. Mais toujours en gardant quand même de la bienveillance, je trouve que c'est important. L'idée c'est pas de vouloir, enfin moi je suis pas dans l'idée de sortir l'interview buzz à l'arrivée de l'étape. Non, je sais pas, c'est pas comme ça que je vois les choses. L'idée c'est d'avoir que le mec dise ce qu'il a envie de dire. S'il faut creuser un peu parce que tu sens de toute façon ces choses-là. Tu sens si le mec il est sur la retenue et que il a plus à dire, il hésite à le dire. Là tu peux creuser. Si tu sens que le mec il est fermé, ça sert à rien d'assister à part. Ça sert à rien en fait. Tu rends service à personne, tu te rends pas service à toi, tu vas le braquer, tu lui rends pas service non plus parce que du coup il va t'envoyer bouler, il aura raison de le faire. Tu rends service à personne et t'en ressors rien, quoi. Enzo, t'allais dire un truc? Tiens. Non, mais il y a plutôt répondu. Moi, c'était une question sur comment tu gères les off, les petites infos qu'on pourrait te donner. Et tu dis, là, je pourrais avoir la primeur de l'info, mais tu sais pas trop si tu peux. C'est le juste mix entre trouver la bonne info, trouver l'info intéressante, mais aussi pas te cramer auprès des équipes et des coureurs. Et t'as plutôt répondu avant que je pose la question sur. Ouais, et puis au-delà de ça, on peut rapprocher aussi et aller sur un point de vue un peu plus éthique. Où est-ce que tu places en fait la limite du journaliste présentateur, et tu le dis sur certains ressentis de coureurs, où est-ce que tu places la limite qui est parfois reprochée à votre corporation au sein on va appeler ça du rôle de lanceur d'alerte? Ouais. Alors nous, déjà, on se fait souvent reprendre sur Eurosport sur le fait que on est copains, on protège un tel, machin. C'est des trucs qu'on lit souvent. Hein. On en prend quand même pas mal sur les réseaux sociaux. Où est-ce que je place la limite? Je vais répondre à Enzo sur où est-ce que comment tu peux te servir du off. Alors après, moi déjà, je suis pas dans le mode lanceur d'alerte. Je suis pas trop dans ce business-là. Mais
on va te dire des choses en off. En fait, quand on te les dit, déjà, tu sais si ça peut sortir ou si ça peut pas sortir. En général, t'as du off qu'on te sert ou qu'on te sert pas, mais oui, tu sais ce que tu vas pouvoir dire, ce que tu vas pas pouvoir dire. Tu le ressens déjà. Ça, c'est la première chose. Après, j'ai pas moi énormément. Tu vois, alors je sais que le grand jeu, c'est les transferts, etc. J'ai pas énormément d'infos là-dessus, moi en général, et c'est pas quelque chose qui me passionne non plus. Je vais pas à la pêche à la petite info tout le temps. Moi, je suis plus dans effectivement d'avoir le ressenti d'un coureur sur telle ou telle situation. Il va me le dire en off. Ce que j'expliquais tout à l'heure sur le comportement de un tel ou un tel avec les autres coureurs, ça je trouve ça super intéressant. Je sais qu'un coureur qui va m'en parler, c'est pas pour que je dise au fait un tel il m'a dit que lui il se comportait mal. Mais moi je trouve ça intéressant et derrière tu essayes de le placer subtilement quand tu vas commenter ou quand tu vas présenter une émission et que tu vas à un moment donné parler d'un coureur, de dire voilà, c'est un coureur qui peut avoir cette attitude-là, qui peut avoir ce comportement-là, sans cramer évidemment celui qui te l'a dit. Mais moi, le peu de off que j'ai, parce que voilà, j'ai pas énormément de off non plus, mais des discussions que j'ai avec les coureurs, la majeure partie du temps, c'est des choses que je garde pour moi, où je vais placer de façon la plus subtile possible, mais sans chercher à faire le buzz ou autre. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Je sais que ça marche beaucoup sur les réseaux sociaux, etc., mais c'est pas du tout comme ça que je vois ce métier. Et non, c'est pas mon truc. Bon. Thibaut, Enzo, un petit truc à rajouter sur cette partie ? Non, vas-y, on peut continuer. Hein. Eh ben, allons-y. Si tu le veux bien, Louis-Pierre, on va basculer sur cette saison qui débute parce que tu commandes, tu suis les coureurs, mais t'as forcément aussi un avis sur les équipes, sur ce qui va se passer, sur les coureurs qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend de la saison ? Nous, ça a été un petit peu l'objet de nos derniers podcasts avec Thibaut et Enzo, un petit peu la manière notamment dont l'équipe phare actuellement, l'UAE, va gérer, et puis Pogacar va gérer cette nouvelle année. Alors toi, qu'est-ce que t'attends de cette année 2025 et est-ce que une ultra domination de Tadej Pogacar encore pire qu'en 2024 ? Déjà, est-ce que c'est un scénario auquel tu te prépares et est-ce que comment tu le vois ? Est-ce que tu penses que ça peut être un peu dangereux pour le spectacle ou au contraire avoir un beau champion comme ça, c'est aussi quelque chose qui fait briller le vélo ? Je suis partagé entre les deux. Je suis un peu partagé entre les deux parce que ce qu'il fait c'est absolument incroyable et oui c'est exploit sur exploit. Donc oui c'est impressionnant, oui c'est assez fou à raconter, c'est incroyable. Je me rappelle, j'ai commenté l'Estrade avec Jackie en début de saison 2024 là quand il fait son numéro, tu le vois attaquer, tu dis non mais ça va pas aller au bout, puis en fait si, et là en fait tu comprends à ce moment-là qu'il va écraser toute la saison. Même sur la façon dont il a couru le Giro. On a eu la chance de le couvrir, ce Giro. Enfin, je me rappelle, je rentre du Giro, il y a le Dauphiné, et je dis, il va écraser le Tour pareil. Et je me suis fait insulter, j'ai reçu des messages. Mais t'aimes pas ce sport ou quoi pour dire des choses pareilles ? T'aimes pas ce sport, tu dis qu'il va écraser le Tour, c'est pas possible, s'il le fait, c'est qu'il y a des problèmes, machin. Et en fait, j'ai peur d'avoir le même discours. Moi, je pense que Pogacar va écraser, je pense, tout ce qui va toucher en 2025. Je vois pas comment ça peut être possible autrement. Quand tu vois comment il a fini 2024, quand tu vois là, comme il est déjà reparti, a priori, il va très très bien. Ouais, alors après, c'est aussi les dires. On les entend tous. Oui. C'est ce que tu crains aussi, non ? Non, c'est pas ce que je crains. Moi, je suis résigné. Hein. Ouais. Donc voilà, après, pour répondre à ta question, Vincent, sur le côté ennuyant, j'espère qu'il y aura du répondant d'une manière ou d'une autre. J'espère que tactiquement, certains vont réussir à créer des choses pour le renverser, parce que ça a déjà été fait par le passé. J'espère qu'on va pas s'ennuyer. Après, si tu regardes son calendrier, il est pas sur toutes les courses non plus. Le grand public va peut-être s'ennuyer. Le suiveur, entre guillemets, qui va s'intéresser uniquement aux grosses courses, oui, peut-être qu'il va s'ennuyer. Mais là, je pense que par exemple, l'année prochaine, sur le Tour Down Under, on va pas s'ennuyer. Il y a un paquet de courses sur lesquelles on va pas s'ennuyer pour autant. Alors oui, peut-être que effectivement, les courses où on aura un Tadej Pogacar seront ennuyantes. Je sais pas, j'espère pas. J'espère que la concurrence sera au même niveau, même si ça paraît quand même difficile quand tu vois l'année 2024 qu'il a sorti. Oui, non,
On va s'amuser, hein, quoi qu'il en soit. Là, Louis-Pierre, tu prêches un convaincu. Est-ce que dans la réflexion du côté d'Eurosport, si on se retrouve avec une année 2025 ultra écrasée par Tadej Pogačar, bon, il peut toujours avoir des surprises. Hein. Début 2024, on voyait pas une année comme ça. Hein. Donc il peut toujours se passer plein de choses. Est-ce que alors on sait que vous avez pas forcément la main sur la réalisation. Hein. Parfois, ça a été un petit peu reproché. Thibaut, hein, juste titre, hein, tu relevais que par moment, voilà. Tu me prends ma Allez, vas-y Thibaut. Non, mais vas-y. Non, mais pose-la Thibaut, vas-y. Est-ce que vous êtes quand même soumis aux images des diffuseurs, mais est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à une nouvelle manière de consommer le vélo, parce qu'on le voit par exemple sur le raid de Tadej Pogačar sur la dernière course de l'année au Tour de Lombardie. Il y a quoi ? Il part à combien ? 35 km de l'arrivée. Sur les 35 km de l'arrivée, on se tape 30 km de Pogačar. Est-ce que l'intérêt, en fait, n'est pas plutôt ailleurs et de reprendre un peu ces petites bulles qu'on a d'images avec Tadej Pogačar en petite bulle, et puis on se concentre un peu plus sur le spectacle qu'il y a à l'arrière pour les athlètes. Ouais, écoute, comme tu dis, on n'a pas la main là-dessus, nous, mais effectivement, ça me semble être une bonne idée de montrer, de raconter autre chose, quoi. Quand on est à raconter son 6e ou 7e exploit de la saison de cette manière-là, à un moment donné, bon, t'as tout dit, tu rappelles les kilomètres en solitaire qu'il a fait sur les exploits précédents et t'as fait le tour. Donc effectivement, ça peut être une manière de faire. Après, je pense que t'as toujours des histoires à raconter. Même si Pogačar, il va écraser, t'auras des choses à dire. Mais effectivement, pour le téléspectateur, pour l'abonné, je trouve pas ça forcément très c'est pas vendeur. Regarder 30 km tout seul, c'est pas vendeur. Je suis d'accord avec toi, c'est pas vendeur. Donc oui, peut-être à réfléchir à ça. Peut-être qu'ils se poseront la question. Là-dessus, on n'a pas la main du tout. Hein. Nous, on reçoit les images effectivement et on diffuse ce qu'on nous propose. Mais ouais, je pense que c'est une réflexion à mener. Comment amener quelque chose de différent dans une course, même si des fois, la course elle est forcément moins sexy derrière, hein, ça s'enterre et puis ça va se jouer parfois les accessibles derrière. Il n'y a pas toujours de la course non plus derrière, mais effectivement ça peut être une idée d'avoir dans un coin de l'écran le mec tout seul devant. Enfin, c'est terrible si on en est là. J'espère que ça va pas se passer. Mais faut anticiper la surdomination et la surdomination. Pour moi, il y a qu'un seul vainqueur, c'est le sponsor UAE qui est constamment à l'écran. Mais une équipe qui investit et qui voit absolument pas son maillot devant, est-ce que ça lui donne envie de poursuivre ? Non, c'est sûr. Ça va jouer forcément à un moment donné. Parce que t'as des sponsors qui vont être dépités, t'as des coureurs qui vont être dépités également. Dès le départ des courses, sauront que de toute façon, et ça commence déjà à être le cas, hein, de coureurs, je pense qu'ils prennent le départ en sachant très bien, pertinemment, qu'ils vont se battre pour le podium, quoi, au mieux. Mais oui, ça peut en dégoûter. Et il va falloir réfléchir à comment garder tout le monde concerné, sponsors compris. Mais les solutions là comme ça, je les ai pas. C'est l'histoire du vélo, hein. Vous allez refaire le vélo de Guylain Lambert. Hein. Merckx s'écrase tellement le Tour de France qu'on s'intéresse au mec qui va finir dernier, dernier du Tour et qui va se bagarrer pour rentrer dans les délais. Louis-Pierre. Attends. Vas-y Enzo. Parce que j'ai un souvenir de ça. C'était à l'époque, j'étais plus jeune, je regardais le Tour sur France Télévisions et ils avaient créé un petit truc qui s'appelait Lanterne Rouge. Et je crois qu'à chaque départ d'étape, ils allaient interviewer la Lanterne Rouge. Du classement général, je me souviens plus du nom du gars. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que le mec faisait exprès pour être sûr d'être interviewé à la télé et ils avaient dû arrêter sur la demande de l'équipe. je me souviens plus de qui c'était. Et du coup, ils avaient arrêté cette émission, ça peut peut-être durer 1 an ou 2 max. Tu vois, mais sur la dernière année, en fait, le mec faisait tout pour être toujours le dernier au classement général pour pouvoir passer un peu à la télé le lendemain. C'est même un truc qui est de notoriété publique, hein, qui est arrivé, je crois, dans les années 60-70, où il y avait un prix réel pour la Lanterne Rouge, et à la fin, les mecs se tapaient pour finir dernier, donc. Oui. Ouais. Mais il n'y a pas un voyage à gagner toujours. Il n'y avait pas un voyage récemment encore à gagner. Il y avait un des sponsors, je crois, qui offrait un voyage, je crois. Ah oui. C'est pas forcément la solution, même si encore une fois, pour moi il va y avoir un truc qui va être passionnant. Alors je sais pas si ça va passionner le grand public, mais en tout cas ça va passionner les fans de vélo, cette histoire de relégation World Tour Pro Team. Il peut y avoir aussi de la bagarre à l'arrière et
Et un petit peu comme en Ligue 1 de foot, hein, quand il y a une équipe qui surdomine le championnat, on regarde un petit peu ce qui se passe autour, et peut aussi y avoir des histoires dans l'histoire. Louis-Pierre, ça c'est sûr. Ça Ouais. c'est un truc qu'on va suivre avec beaucoup d'attention, notamment toutes les semaines dans Bistro Vélo. On parlera de ça. C'est quand même un des gros enjeux de la saison. C'est ce qui va nous animer. Et tu vois, j'y pensais tout à l'heure quand tu parlais du déclassement de Danny Van Poppel, là. Danny Van Poppel, quand il fait son geste, il empêche certains de sprinter derrière. T'en as qui sont peut-être obligés de couper leur effort derrière. Et voilà, c'est plein de petites choses sur toute une saison qui peuvent empêcher aussi des coureurs de marquer des points ce genre de geste. C'est tout bête, hein, mais sur une saison comme celle-ci, tout va tellement compter que ça fait aussi partie des choses. Et effectivement, pour revenir à ce qu'on disait là, cette lutte pour la relégation, ça va être le feuilleton, je pense. il y a des néo-pros que t'attends particulièrement cette année, là, quelques noms que t'as cochés et que t'attends. Ouais, bon, un petit peu comme tout le monde. Je pense qu'on attend tous un Paul Sexas, par exemple. On attend tous de voir un petit peu ce qui va donner. Je crois qu'il démarre sur l'UAE Tour, non? Il me semble que c'est ça. Je me demande s'il n'est pas sur l'UAE. Voilà, après... alors, peut-être la Marseillaise. Directement, il me semble, à vérifier, mais il me semblait avoir lu qu'il était sur la Marseillaise. Ah bah possible. Je suis peut-être passé à côté. Après, rien que la nuit prochaine, Albert Philipsen avec la Lidl Trek, je pense que ça va être intéressant à suivre cette saison. Et puis chez Visma, je pense que Nordhagen, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Ça fait partie des noms que j'ai cochés. Après, voilà, il y a un paquet de jeunes coureurs, type Brieux Roland aussi à la Groupama FDJ. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, tous ces jeunes qui montent là. Voilà, c'est les principaux noms. Je pense que j'en oublie, mais déjà Albert Philipsen, c'est le premier nom que j'ai coché là. Bon, écoute, Non, mais c'est parce que t'as vu ses sorties Strava, c'est pour ça. En partie, mais pas que. Sacré bestiaux. On va en reparler. On terminera le podcast avec les pronostics de la 3e étape du Tour de Under. Et du côté des Français, peut-être des confirmations, des attentes particulières. Je suis très excité de la participation de David Gaudu au Giro. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ah, c'est ce que ouais. Moi j'ai dit dans le dernier podcast que potentiellement il pouvait le gagner, au moins. J'ai vu. Voilà. Et depuis on m'insulte sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Ouais, carrément. Un truc qui va fort. Arrête, il va fort. Hein, les gens ont juste demandé ce que tu avais pris, c'est tout. C'est pas ouais, après je l'ai cherché un peu aussi, j'avoue. J'avoue. Mais Gaudu sur le Giro, ouais, bien sûr. Ouais, Gaudu sur le Giro, ça fait partie des trucs qui m'intéressent pas mal. J'ai hâte de voir Axel Zinglet chez Visma, ce que ça va donner. Parce que tu vois comme il était fort l'année dernière et pas toujours avec sa carte. Et puis là, il va forcément passer un cap chez Visma comme Christophe Laporte l'avait fait en arrivant là-bas. PFP aussi, puisqu'on parle de Visma, Pauline Ferrand-Prévot. Ça, c'est un truc qui va être, je pense, intéressant à suivre. Après je vais tout regarder comme d'habitude. Paul Magnier, j'attends de voir la deuxième année chez Quick Step. Je pense que ça va être très intéressant aussi. Oh que oui. Voilà. Valentin Madouas aussi, parce que j'étais à la présentation, je pense à lui, j'étais à la présentation de la Groupama FDJ l'autre jour et c'était intéressant. Valentin qui a fait un numéro sur les jeux notamment. Mais si tu regardes la saison dernière, Valentin il a pas gagné. Et voilà, c'est un coursier, il est impressionnant. Et du coup, j'attends de voir un petit peu cette année ce que ça va donner sur les classiques notamment. Je pense qu'il est un petit peu remonté, Valentin, donc ça va être intéressant. Il y a plein de Français à suivre. Les dernières courses de Romain, ça va être quelque chose aussi, je pense. Romain Bardet. D'après toi, une petite chance quand même qu'on le voit sur le Tour de France. J'ai l'impression que c'est pas complètement tranché cette histoire. Ah non, moi je pense pas. Enfin, alors j'ai lu ce truc passer là sur une participation au championnat de France. Ouais. Moi j'ai même vu un mec qui pronostiquait le fait qu'il soit là pour les championnats du monde. Ça, moi j'y crois pas une seconde. Pour moi, il a dit Giro, ça s'arrête au Giro quoi. Enfin, dans Dauphiné. Dauphiné. Non, Dauphiné, ouais. Oui, pardon. Giro dernier grand tour, Dauphiné. Et enfin, je pense que Dauphiné à la maison, il s'arrête. L'histoire elle est belle quoi, non? S'il est champion de France, ça va être compliqué d'arrêter quand même. Ouais, moi je le vois pas aller au championnat de France. Ouais. Ah oui, s'il y va pas, il pourra pas gagner, c'est sûr. Oui. Voilà. Mais moi je le vois pas y aller. Mais je peux me tromper, mais pour moi il y sera pas. D'accord. On suivra donc la dernière saison de. Ouais, non, de dégager un
Franchement, on a plein de coureurs intéressants entre les jeunes qui montent, ceux qui ont changé d'équipe. On a quand même de la chance, quoi. On a du monde, hein. C'est bien. Oui, puis on parle beaucoup du cyclisme masculin, mais il y a le cyclisme féminin qui va devenir intéressant aussi avec les transferts de la saison. C'est clair déjà le Tour de France femmes l'année dernière, le final était tellement historique. Je pense que ça va. Ouais. Là cette année avec les petits changements d'équipe, les arrivées de certaines, Evita Juliette avec Demi Vollering, ça va être fou, quoi. On va en parler davantage dans le coup tordu de cyclisme féminin cette année. Vous l'avez vu, c'est pas Eurosport, c'est sur France 2, le reportage de Nicolas G là ce week-end sur la FDJ Suez. Vous avez regardé ou pas? Je l'ai pas vu, j'avoue, j'ai pas vu. Ouais, je vous le dis, Demi Vollering, elle a le sang dans la bouche. Moi, j'aimerais bien être une mouche à merde pour savoir quelles sont les histoires et pourquoi, avec ses anciennes coéquipières, elle se déteste autant. Mais comment elle se déteste? Déjà, l'arrivée du Tour de France, du dernier Tour de France féminin, c'était un véritable scandale parce que globalement, si elle avait une équipe derrière elle, elle aurait gagné facilement ce Tour de France. Jamais elle doit le perdre. Et tu vois qu'elle a... Alors déjà, tu vois clairement que Evita Music et Juliette Labousse, elles ont prêté allégeance à Demi Vollering. Ça, il y a aucun souci là-dessus. Elle va avoir une vraie structure dirigée derrière elle, ce qui était pas le cas l'année dernière. Et tu vois, quand il y a un petit passage où elle parle de ses adversaires, mais elle a l'œil qui pue la merde. Je vous assure, elle a une haine et à mon avis, ça va être... Alors, sauf si les SD Works nous sortent une pépite, une nana que je connais pas et qui arrive et qui poutre tout le monde et que pour Demi Vollering, c'est impossible. Mais j'ai l'impression que le niveau de rivalité entre Vollering et ses ex-coéquipières, à mon avis, Pogacar et Vingegaard ne s'aiment pas. Mais je pense qu'on est encore à un niveau supérieur. Je vais regarder ce truc de Nico, tu m'as donné envie là. C'est pas très long, mais c'est subtil. Non, mais et puis au-delà de ça, il y a le retour de Van der Breggen qui va être intéressant. Donc non, il y a pas mal de choses. Il y a Pauline Ferrand-Prévot, tu le disais, donc il y a quand même des gros noms. Il y a le premier gros leadership de Lotto Kopecky. Est-ce qu'elle peut remporter un grand tour? Non, il y a plein d'interrogations et il y a plein de questions et ça va être intéressant. Tout aussi intéressant, voire même plus intéressant que la saison masculine. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, je pense qu'effectivement là, cette année, il y a un vrai coup à jouer pour le cyclisme féminin. Louis-Pierre, on va terminer ce podcast avec les pronos de la troisième étape. Non. Vas-y, on a parlé d'abord de la possible réforme quant à consommer le vélo. Vincent, t'aimes mettre en avant le fait que UAE commence à utiliser de plus en plus l'IA aussi pour le cyclisme, mais c'est une composante qu'on va aussi devoir prendre en compte du côté du journalisme. Toi, Louis-Pierre, comment tu vois un peu l'évolution de ton métier assez télévisuel du côté justement de ces avancées qui sont technologiques? Comment tu vois en fait ton métier dans les années à venir? Ce qui est sûr, c'est que Louis-Pierre, il sera jamais remplacé par une IA. Hein. Ça, tu peux le faire pendant 1000 ans là, son taf là au bord des routes. Là, il est tranquille quoi. J'espère. J'espère qu'un jour on va pas envoyer un. Ouais. Alors en fait, pour moi, il y a du bon et du moins bon. C'est comme dans tout. C'est marrant que tu me parles de ça. Alors moi, tout ce qui est ChatGPT et compagnie, je m'y intéressais pas du tout et je suis tombé sur un papier là je sais plus si c'est fin 2024 ou tout début d'année, ce qui va changer en 2025, ce qu'il va falloir que vous preniez un petit peu plus en considération dans votre mode de vie. Et il y avait cette histoire-là d'intelligence artificielle. Et du coup, je me suis dit, mais il faut quand même que je m'y mette et tout. Donc j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait. C'est impressionnant. Après. Est-ce que ça va changer mon métier? J'espère pas. En tout cas, que ça va l'amener, ce que ça peut amener de positif. Tu dis, on va pas me remplacer. Tu sais pas, demain, la chaîne, elle peut décider d'envoyer un ordinateur, une caméra sur les grands tours. Un robot d'Elon Musk pour interviewer les mecs à l'arrivée, ça, j'y crois pas. Tu peux envoyer en tout cas moins de monde et que les interviews se fassent différemment. Tu peux tout imaginer en fait. Tu peux tout imaginer et tu peux imaginer que demain, oui, on soit en partie remplacé par une intelligence artificielle d'une façon ou d'une autre.
Les commentaires, je pense que tu auras quand même toujours besoin de quelqu'un pour faire vivre ça. Après, ça peut apporter plein de choses positives en termes de données sur les courses, données que tu peux passer à l'image, que tu peux diffuser à l'image. La Tib, là, tu m'as envoyé un truc l'autre jour que j'ai trouvé super intelligent sur un traducteur automatique. Avec différentes GLC. langues. Mais ça c'est génial. Tu vois, moi aujourd'hui quand je vais sur le Tour de France ou le Giro, je fais des petits plateaux pour Eurosport International en anglais. Tu peux imaginer que demain le journaliste anglais il parle en anglais, le français il parle en français, l'italien il parle en italien, et tu peux imaginer qu'à l'antenne ce soit sous-titré dans la langue du pays où tu regardes. Et ce serait tout bête, mais ce serait beaucoup plus fluide parce que l'italien, il va être beaucoup plus fluide dans sa langue, il va dire vraiment ce qu'il pense dans sa langue. L'anglais, pareil, et le français, pareil. Donc je pense que ça peut apporter pas mal de nouveautés positives dans ce sens-là. Après, Bistro oui, Vélo traduit dans toutes les langues instantanément avec l'IA. Voilà. Ouais. Bah ouais. Oui. Non, mais le coutordu aussi d'ailleurs. Mais Non, mais c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'avais Mais en envoyé à Louis Super Pierre. intelligent. Ouais, c'est ce que tu m'as envoyé l'autre jour et je trouve ça super intelligent. Tu vois, je vais te prendre un exemple, mais Eurosport International, c'est avant tout en anglais, évidemment, parce qu'on est diffusé dans plus de 50 pays et la langue majoritaire, nous on parle français en France, mais tu as beaucoup de pays où l'anglais est quasiment au même niveau que leur langue maternelle. Et en fait, souvent les Anglais ils me disent, par exemple, je vais te prendre l'exemple de Julien Alaphilippe, quand il gagne son étape sur le Giro, ils me disent à l'arrivée, tu fais l'interview, tu le fais en anglais. Je dis, non, il me dit, si, c'est la première interview qu'on va passer sur tout Eurosport, ils le font en anglais. Parce qu'on n'a pas le temps de le faire passer par la traductrice qui va faire un script en anglais pour toutes les versions. Et en fait, le mec, il va être beaucoup moins à l'aise. Déjà, après l'effort, je prends l'exemple de Julien, mais il y en a plein d'autres. Ils vont te dire, non, pas en anglais, là. Puis en plus, si tu le croises et que tu commences à lui parler en anglais, il va dire, mais il a pété un ouais. ou quoi, lui? D'où il parle en anglais, quoi, tu vois. Et tu vois, t'as plein de coureurs, des Italiens, c'est pareil. Tu leur poses en anglais, ils vont te faire des réponses très bateaux. Et peut-être que demain, l'IA peut t'amener ça. Te permettre de faire un coureur dans sa langue et que ce soit en direct traduit automatiquement dans la langue du pays qui regarde. Et ça peut être une vraie avancée, ça peut être vraiment quelque chose de nouveau. Et là, on se rendra compte que dans les interviews, les mecs sont beaucoup plus intéressants, tu vois, et qu'ils ont beaucoup plus de choses à dire parce que c'est beaucoup plus facile de s'exprimer dans ta langue. Et même si les mecs parlent couramment anglais, tu vas pas dire les mêmes choses en anglais que dans ta langue. Donc ça, c'est pour les côtés positifs. Après, oui, il y aura forcément des côtés négatifs aussi. Je sais pas si on peut nous remplacer, j'espère pas. Non. Mais en tout cas, oui, ça peut te mâcher ton travail. Mais bon, je pense qu'il faut encore faire attention quand même. Et c'est pas complètement remplaçable. Raconter les histoires parce que tu connais, parce que tu as comme info ici et là, ça, je pense pas qu'on pourra le remplacer comme ça. Ouais, parce que pour reprendre, Vincent, je t'ai pas envoyé la vidéo, je sais plus si je te l'ai envoyé. Mais pour te la décrire, en gros, c'est le logiciel de VLC qui sera mis à jour et qui n'est pas encore sorti. C'est de la traduction en direct de quelqu'un dans n'importe quelle langue et c'est sa voix, tu vois, qui est modifiée dans ta langue à toi, tu vois. Donc si le mec parle anglais et tout, tu vas l'avoir, mais avec sa voix qui parle français. Ouais, j'ai déjà vu Jay-Z, je crois. Sur Instagram ça, qui parlait en français. Ouais, c'est assez. Il y a quelques tests qui sont pour faits. Moi, c'est fantastique actuellement, genre pour la période de cyclocross où les mecs sont interviewés en néerlandais et puis t'es obligé d'attendre pour avoir une traduction à peu près correcte et convenable de ce qu'il a dit, tu vois, sans que ce soit des approximations. Ça, ils nous la font à l'envers, là. On va gueuler pour ça. C'est pas content. Sur la Coupe du Monde, ils se mettent à le faire aussi. C'est terrible. Je sais pas si t'as regardé ce week-end Lucinda Brandt quand elle fait son interview en anglais, ils font 3 questions en anglais, elle répond 2 mots. Elle fait une mini réponse, pareil en anglais, deuxième réponse pareil, super courte, troisième pareil, et puis derrière ils la font en néerlandais, et là elle te fait des réponses qui doivent être super intéressantes, elles sont super longues, il doit y avoir plein de choses intéressantes, tu comprends pas. Donc ça c'est pas bien. Le seul qui s'en fout, il faut qu'il y arrive. Ouais, le seul qui s'en fout de tout ça, c'est Enzo. Il est comme Anne-Laure Bollet et Z6PO de Star Wars. Il parle à peu près 6 millions de langages. C'est tellement faux. À travers l'univers, ils sont 3. Il y a Enzo, Anne-Laure Bollet et Z6PO, quoi. On peut pas les tester. On dirait mon père quand j'étais jeune. Non, mais moi je dis à tout le monde que tu parles 6 langues. Je sais lesquelles. Bah si, tu parles 28 langues, toi. Non. Un petit truc à rajouter sur ça, toi, Enzo? Non, c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant.
et du coup qui touche tous les corps de métier au final, et puis ce qui va impacter nos vies au global. Donc, si tu veux, on va attendre et voir comment ça se passe. Hein. Ouais, c'est ça. C'est voir comment ça va nous impacter au quotidien, parce que c'est vraiment ce qui ressort, c'est que ça va être vraiment de plus en plus dans notre quotidien, et pour l'instant on le ressent pas, mais j'espère qu'on l'aura pas de façon négative, quoi. C'est terrible. Ouais, mais il y a quand même un aspect négatif, mais pas que pour la presse télévisuelle. On le voit aussi sur la presse écrite où, bon, il y en a certains qui se font épingler pour avoir utilisé un peu l'IA, ce qui est dommage. Hein. T'es dans un métier où t'es censé aimer ce que tu fais et surtout apprécier écrire. Donc, c'est un moyen d'expression comme un autre, et le mâcher avec l'IA, c'est un peu dommage. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Parce que ça reste avant tout, quelque chose d'humain, et ouais, je suis assez d'accord. Je pense que l'essence même du métier, c'est quand même de raconter des histoires. C'est pas, tu peux pas juste à base de données de l'intelligence artificielle raconter ce qu'on raconte. Et puis mettre de l'émotion. Voilà. C'est ça. Les pronos du Tour Down Under, les gars. Allez. Louis-Pierre, c'est vrai, on avait Guillaume dans le podcast, il nous avait dit que lui, il a déjà d'ailleurs rappelé en direct il le dit souvent sur Eurosport, qui parie pas. Est-ce que comme les coureurs ou comme les sportifs, vous avez dans ton contrat de travail, dans ton métier, t'as interdiction de parier, ou c'est simplement une ligne éthique parce que bon, quand il dit ça, moi je repense à Pierre Sled, pour ceux qui le connaissent pas, c'était un grand commentateur de Canal+. Alors lui, des loto-foot, il en cramait, mais dans tous les sens. Est-ce que c'est éthique ou est-ce que c'est réglementaire? C'est une très bonne question. Une de plus. Toi, tu n'as pas regardé ton contrat de travail. J'ai pas dû si, mais ça fait quelques années maintenant, et c'est une ligne qui a dû m'échapper. J'en ai aucune idée. Honnêtement, je sais que c'est quelque chose qu'on nous dit souvent, effectivement, qu'on n'a pas le droit de parier. J'imagine que c'est parce que effectivement, on peut avoir des infos, on peut avoir. Ouais, c'est du délit d'initié. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme le sportif qui va pas avoir le droit parce qu'il sait dans quel état de forme il est, parce qu'il a côtoyé l'autre mec de son équipe, il sait dans quel état de forme il est, il a des infos que le grand public n'a pas. Donc je pense que c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas le droit, ouais. Donc non, je pense que on doit pas avoir le droit pour toutes ces raisons-là, ouais. D'accord, juste. Non, ça paraît logique. Par exemple, tu prends un truc tout simple, pas cette année, mais l'année dernière. Jonas Vingegaard qui remporte le Vélo d'Or. Si tu pouvais mettre une pièce dessus, au vu de sa cote, qui était, je crois, à 6 la veille de l'annonce, bon, voilà. Quand t'es bien informé, ça reste du délit d'initié, et c'est punissable. Bah oui. Après, t'en as qui se sont essayés et qui se sont cassés les dents. Il y a eu cette histoire de Zakharine là, qui est sortie il y a pas longtemps. Ah ouais. Qu'il avait mis 100 000 roubles sur la victoire de Kittel parce qu'il avait vu manger 3 fois du petit déjeuner au matin. Alors lui, il avait aujourd'hui, Kittel n'avait pas gagné. Ouais, effectivement, c'est pas non plus même quand t'as l'information, ça te garantit pas non plus à 100% de la rentrée, hein. Ça c'est sûr, il y a les aléas du sport. Donc j'ai rappelé bien évidemment que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer avec excès comporte des risques, qu'on n'est pas obligé de mettre de l'argent pour savoir qui sera le vainqueur. On peut faire des fantaisies, on peut faire des jeux qui sont totalement gratuits. Enzo, t'as fait une preview sur ton site The Big Gear pour cette 3e étape du Tour Down Under. Donc je vais te laisser la main pour le parcours. Ouais. Bah alors du coup on est sur un parcours type Down Under, hein. C'est très vallonné toute la journée, on va y avoir très peu de zones toutes plates. Par contre on va avoir une nouvelle ascension qui a jamais été utilisée sur la course, qui s'appelle Notts Hill. On a 2 km 7 à, je vais pas te dire de conneries, 7%, 7,5%. Attends. Ouais, quasi 8. Ouais, c'est ça. Donc on est sur une belle petite côte. C'est surtout le pied qui va être difficile. Le premier kilomètre, on est à peu près à 10% de moyenne. Les 600-700 mètres qui suivent, on va redescendre un peu. Ça va être aux alentours de 5%, donc beaucoup plus roulant. Jusqu'au dernier 600 mètres maximum. Attends, Enzo, là, t'es pas en train de nous faire l'étape 4, là? Non, Notts Hill. Notts Hill, d'accord. C'est ce que sur Pro Cycling Stats, ils ont appelé Pont the Reserve ou je sais pas quoi, là. Ouais, mais en fait, ça dépend. Point réserve. Ouais, moi j'ai utilisé le nom qu'ils avaient sur le roadbook du Down Under. Ok. Mais non, on parle bien de. Enfin, je suis bien sur la 3e étape. Ok, très bien.
Et du coup, donc les 600 derniers mètres de la côte qui reprennent un peu de pourcentage, on va être à 7, 8, 7, 9 pour le dernier petit kick pour ceux qui veulent en mettre. Derrière, il va rester moins de 6 km majoritairement en descente. Donc on peut imaginer que s'il y a une petite cassure qui se fait en haut, ça peut aller, ça devrait aller au bout. La montée, elle se fait. Moi, j'ai vu vent d'eau. Non, vent de face. Oui, vent de face. Vent de face, d'accord. Ok. Tout à l'envers. Ouais. Mais oui, ça souffle pas fort. Et c'est plutôt bien abrité aussi, notamment sur le départ. Ouais. C'est pas même d'arbres autour. Ouais, et puis après la portion de replat, tu l'as côté 3/4 d'eau. Donc en gros, t'as fait la différence au sommet. Bon, enfin, c'est pas ce qui va influencer, quoi. Et tu te laisses porter jusqu'à l'arrivée. Thibaut, est-ce que tu maintiens? Je crois qu'il y a certains coureurs qui ont dit que cette étape pourrait être plus décisive pour le classement général. Tous les coureurs que l'étape de Willem-Gail. Luke Plapp l'a dit que ce serait l'étape. En gros, c'est l'étape reine. C'est pour moi, et je te l'avais dit, c'est l'étape qui va dessiner le GC. Probablement que le vainqueur, et si le vainqueur le remporte en solitaire, remportera cette édition. Donc moi, je reste sur mon avis. Et Enzo l'a dit dans sa preview, il l'a rappelé. Tu as le replay si tu veux sur YouTube. Tu vas à 3 heures 20 minutes et 51 secondes. Tu as la montée de Fox Creek sur l'étape numéro 2 de l'année dernière où littéralement Luke Plapp te fait péter tout le monde et t'emmène juste Narvaez dans sa roue. Et pour moi, Luke Plapp est plus fort que l'année dernière. Pour moi, Luke Plapp s'est formidablement bien préparé. En plus, au vu de ses déclarations, monsieur vise un top 3 sur un classement d'un grand tour en 2025. Bon, il est un peu candide à mon avis, mais ça te place les ambitions et le potentiel du bonhomme. S'il est encore plus fort que l'année dernière, pour moi, il s'isole, il finit en solitaire et il remportera cette étape demain. Et la chute d'avant-hier, pas grave. Il n'a pas chuté, il a posé pied à terre. Et oui, il n'est pas tombé. C'est Durbridge qui est tombé. Durbridge qui tombe. C'est Durbridge qui est champion national, je te rappelle qu'ils ont fait. D'accord, donc en fait, ok, comme il est dans les 3 derniers kilomètres, il met pied à terre et il finit tranquillement derrière, quoi. Ouais. Il a juste mis pied à terre. D'accord. Il y a une différence entre chuter et être gêné par une chute. Bon, ok, bah écoute, Plappy. Il laisse rien passer, Thibaut. Ok. Plappy sur le boucref, la cote est à 23. Louis-Pierre, t'as un prono pour cette étape? Il y a quelque chose qui te plaît? Moi, je vois. Ouais, tu parlais, toi, tu vois un mec partir en solitaire. Moi, je pense quand même que ça peut se regrouper. Moi, je vois Jonathan Narvaez. Comme tu disais, l'étape elle est super importante pour le général. On l'a vu sur la première étape. Il est déjà allé chiner la petite seconde de bonif qui restait. Je pense qu'il est bien. Je pense qu'il arrive chez eux comme il faut, Jonathan Narvaez. Donc moi, je le vois déjà vainqueur demain et même s'il plie pas le général demain, je le vois gagner le général. Donc moi, je pars sur Jonathan Narvaez. Bon, le favori de l'étape, cote. S'ils arrivent en petit groupe, il va vite, il va bien. Narvaez. Cote à 4. Enzo. Moi, du coup, c'est un petit peu un mélange entre vous deux. Je vois un petit groupe basculer ensemble, mais pas assez petit pour que ça s'entende bien, trop grand pour que ça s'entende mal, et un gars en profite pour filer dans la descente. Et pour moi, ce sera Finn Fisher Black. Finn Fisher Black, l'année dernière. Ouais, il avait essayé avec Del Toro qui l'avait emmené, mais Del Toro était beaucoup plus fort que lui. Du coup, c'est Del Toro qui était parti gagner. Mais niveau punch, il a ce qu'il faut pour s'accrocher dans la côte. Alors, la vraie question, c'est est-ce que son état de forme est suffisant? Les qualités sont là. Il doit pouvoir le faire. Maintenant, s'il est pas en forme, ça va être compliqué. Mais du coup, je le vois bien, réussir à s'isoler. Derrière, ça se regarde un peu parce que personne n'aura de coéquipier, jusqu'à ce qu'ils se disent bon, on se sort les doigts parce que sinon on perd la course. Et Fisher Black qui arrive à tenir pour une toute petite poignée de secondes devant un groupe réglé par Narvaez. D'accord. Et question Enzo, petite question boutade. Est-ce que du coup Finn Fisher Black va s'imposer grâce à un mouvement de Danny Van Poppel? Bonne question. Écoute, si Van Poppel est encore là-haut, non, mais il y aura potentiellement le terroriste de Kitty.
Alors au niveau des cotations, moi, autant hier j'étais pas d'accord. Ça nous a permis de passer Sam Welsford à 2,75, mais je trouvais que l'étape était très très mal cotée. Là aussi, il y a ton chat derrière, Thibaut, non? Oui, il réclame des croquettes. Comment il va? C'est qui? C'est Archie? Non, c'est Juggy. D'accord, ok, bon. C'est l'heure des croquettes. Bah oui, parce que le podcast, ça se fait aussi avec des animaux. Voilà, tout le monde est bienvenu dans le coup tordu. Donc, Jonathan Narvaez, donc favori à 4. Derrière, on a Stephen Williams à 8. Et là, c'est pour moi, j'ai envie de dire un petit peu l'erreur de cotation, c'est-à-dire qu'on va nous mettre Corbin Strong, 3e favori à 8 et Lawrence Pitty à 10. Donc ça veut dire que le bookref, enfin les bookmakers envisagent que des sprinters, punchers passent la côte et se jouent l'arrivée. Moi je pense que l'étape 4 leur est beaucoup plus favorable, en tout cas pour faire un classement. Donc pour moi Corbin Strong, ça sera dans le train de Stephen Williams, étape décisive pour le classement général, et Lawrence Pitty, ça jouera pour Finn Fisher Black. Donc à partir de là, pour moi, il y a des values à prendre derrière. Andrea Bajoli à 17. Il en a fait une course objectif, Bajoli, de ce Tour de Under, ou pas du tout, Enzo? Sans plus. Je lisais une interview de lui où en fait il disait qu'il a eu beaucoup de mal à s'adapter à son nouveau vélo quand il est arrivé chez Trek. Mais que là, cet hiver, il allait bien travailler et qu'il avait hâte de reprendre la saison. Mais en dehors de ça, pas plus. Bon, alors je vais te suivre, Enzo, je vais te suivre sur Finn Fisher Black. C'est une course objectif pour lui. La dernière ascension colle parfaitement à ses qualités. Chaque fois qu'on l'a vu performant, ça a toujours été sur ce genre de petit talus. Donc on est sur une victoire aux alentours de 19 et un top 3 qui est aux alentours de 5. Donc voilà, un petit pourcentage de bankroll, 0,10 sur les deux, un quart de la mise sur la victoire et les 3 quarts sur le top 3. Alors Lucas Nerukar me plaît bien. Après, je sais pas du tout, il a quand même terminé sa saison très très tard. Donc bon, j'imagine qu'il a repris tardivement. Je serais pas surpris qu'il fasse quelque chose, mais bon, voilà, sa reprise tardive me dit qu'il est peut-être pas forcément tout de suite sur son pic de forme. Et alors il y a Jevine évidemment, mais Jevine, je l'ai déjà en PLT pour le classement général, donc je vais pas forcer dessus. En plus, il a dit qu'il serait plus prudent. Il avait 40 jours de course dans l'année et que ça servait à rien de sacrifier les 40 autres jours pour 3 maudits jours de course. Donc c'est divers. Maintenant, dans la dernière ascension, il va pas ralentir. Et s'il faut envoyer des watts, il va les mettre. Je pense qu'il restera là pour rouler si Narvaez a besoin. J'imagine. C'est après, quoi. Ouais, pareil. Je pense pas que ce soit un objectif pour lui en soi, ce type de course, et que honnêtement, il a eu des graves chutes sur les 3 dernières années. À un moment, ça pèse mentalement. Oui, aussi, oui. Après, il a repris tardivement, et tous les mecs qui ont repris tardivement, notamment Thibaut, tu parlais de l'excellente interview de Victor Lafay dans Vélo Futé, qui expliquait que Thibaut, c'est Thibaut qu'on a perdu? Moi, je suis toujours là en tout cas. Okay. Donc c'est bien. On a perdu Thibaut. Ok, attendez. C'est le chat. Alors on respire. C'est bon, on respire. C'est le chat, je pense. On va faire un petit. Tu vois, je vais remettre ça sur la faute de son chat en plus. Ouais, il faut le ramener à Bistro Vélo. On va qu'elle déclasser le chat. Ouais. Tu me disais, Vine. L'excellente interview de Victor Lafay. Ouais, Victor Lafay dans Vélo Futé, qui expliquait que justement le fait d'avoir repris sa saison tardivement, au mois de décembre, il s'était jamais senti aussi en forme. Donc Lafay, c'est, je pense, un mec qu'on va voir performant dès le début de saison. Et Vine, c'est un petit peu la même saison, ils ont repris un petit peu au même moment, donc quand t'as couru uniquement sur la fin de saison, j'imagine que tu pars pas en vacances et tu passes pas ton mois de novembre à bouffer de la raclette, quoi, tu vois. Dans cet esprit-là, quand on parle d'étapes décisives où justement des punchers grimpeurs peuvent aller faire quelque chose, est-ce qu'on peut pas se poser la question d'un coureur Visma comme Thomas Glock? Oui, ça peut être une surprise. C'est pareil, ça peut être un mouvement d'anticipation, et lui, il est élevé. En termes de cotation. Je te pose la question, parce qu'il a repris super tard la saison dernière. Il a fait quoi, 3 courses par étape, et c'est tout. Oh ouais, non, c'est voilà, cote. Je l'avais même pas vu sur la liste de départ, Thomas Glock, quand j'ai fait ma fantaisie. 81 la cote, pour ceux que ça intéresse. Et donc mon deuxième pick, donc Oscar Only, la cote 81 en quoi? Vainqueur. Thomas Glock. Il était à 200.
Ah d'accord, mais moi là je suis sur le book rêve, donc ça veut dire qu'il y a quelques mecs qui ont dû appuyer dessus. C'est possible. Il était à 235 ou 50 en podium, je sais plus. Ah ouais, bah ça doit tourner autour de ça. Et donc Oscar Only, pour moi pareil, le dernier talus, ça correspond totalement à ses qualités. C'est aussi que c'est un mec qui a une petite pointe de vitesse, dont la victoire autour de 28, 0,02% de bankroll pour la victoire. Et puis on multiplie la mise par 3 pour le top 3 qui se situe aux alentours de 7. Donc voilà les deux pronos, victoire et top 3 de Finn Fisher Black, victoire et top 3 de Oscar Only. On rappelle pour Louis-Pierre la victoire de Jonathan Narvaez à 4. Pour Thibaut la victoire de tu m'as dit qui Thibaut déjà de Luc Plap, voilà, de Plapi à 23. Et pour toi Enzo, on est sur la victoire également de Finn Fisher Black. De toute façon, moi je suis cohérent, Vincent. À partir du moment où je t'ai dit que Luc Plap remporte le général, c'est conditionné à la victoire en solitaire sur cette étape. Sinon, je le vois quand même difficilement faire la nique à des mecs comme William Sonley sur Willunga Hill, malgré le fait qu'il l'ait remporté pendant l'édition Covidée de 2021. Mais non, c'est vraiment soumis à cette étape. Donc je n'en démordrai pas. Lou Plap, s'il doit remporter le général, doit remporter cette étape. Eh ben on suivra ça alors. On va suivre ça dans la nuit. Voilà, dans la nuit de ce jeudi 23 janvier. Écoutez les gars, je vous remercie beaucoup. Louis-Pierre, merci infiniment pour ce temps que tu nous as accordé dans le podcast. C'était on a appris plein de choses, c'était super sympa. Il te reste le dernier petit quart d'heure pour profiter du match du PSG, c'est magnifique. Exactement. Je vais aller regarder ça. Merci beaucoup les gars, c'était vraiment chouette. J'avais régulièrement un podcast, j'en ai raté quelques-uns. J'avais adoré notamment celui avec Jordan Jegat, c'est un garçon que je trouve top. J'avais adoré notamment celui-ci récemment que j'avais écouté un petit peu en retard. Donc voilà, The Big Year, je vais régulièrement sur le site. Ça fait partie des routines le matin. On aime bien regarder un petit peu tous les previews, tout ce qui se dit ici et là. La team, je regarde aussi le final des courses là. J'aime bien quand tu nous détailles les petits ronds-points, les trucs. Voilà, donc je vous suis aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai passé un super moment, c'était vraiment chouette. Bon, merci beaucoup à toi surtout. Oui. Et puis on se dit à très bientôt alors, Louis-Pierre. Exactement. Je vous attends, les gars, dans Bistro Vélo. Vous aurez la date très bientôt et je vous attends avec grand plaisir dans Bistro Vélo, les uns après les autres. Là, n'hésitez pas, on vous fera venir. Ce sera un grand plaisir de vous recevoir. Bon, écoutez, amis à l'écoute du coup tordu, voilà. On débarque aussi bientôt dans Bistro Vélo. Ça fait super plaisir. Voilà. Bon, on rappelle, Louis-Pierre, on te retrouve sur les réseaux sociaux. T'es présent un petit peu partout. On tape Louis-Pierre Frileux, bien évidemment les RP Eurosport. N'hésitez pas à cliquer, à vous abonner sur les différents comptes. Et puis voilà, on est content de suivre le vélo avec une belle équipe, avec Guillaume Di Grazia, tous les consultants, toute l'équipe. Ça reprend et on est heureux. Thibaut, Enzo, merci à tous les deux. Merci à toi. Merci à toi, mais surtout merci à Louis-Pierre de sa disponibilité et de son extrême gentillesse. Exactement. Oh, c'est gentil. Merci. Et on se retrouve très vite. Il y aura un podcast. Je vous l'annonce, il y aura un podcast pour l'étape 4 du Tour Down Under. Allez, ciao les amis. Salut à tous. Ciao.